Bonjour, bienvenue dans ce numéro 8 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui nous sommes avec Renaud, Chaud, Daniel, Salut, Louis, Christian, Hello. Bruno et aujourd'hui nous avons un invité de marque, Nicolas Stanzik. bonjour. Alors Nicolas Stanzik, est-ce qu'on peut dire que tu es le spécialiste Hammer en France? Si tu as envie de me présenter comme ça, pas de problème, aucun souci. Parce Ouais. que tout le monde te connaît grâce à ton fameux livre Dans les griffes de la Hammer. C'est ça, ouais, que j'avais sorti il y a 10 ans, quasi 10 ans maintenant. C'était la première édition de 2008, la deuxième édition de 2010. Et c'était le premier livre français consacré à la Hammer. Voilà. Et qui ont été très très vite épuisés. Oui, alors là, quasi tout de suite, en fait. En fait, le livre est indisponible depuis 2011, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à Eddie Mitchell que tu as eu ce goût pour la Hammer? Ouais, on peut présenter les choses Tu comme peux ça. expliquer pourquoi? En fait, mon goût pour la Hammer est né d'une vision manquée. En 85, la dernière séance passait le cauchemar de Dracula. C'était un soir de mars 1995. J'étais en CP, j'avais 7 ans, ça passait à 22h30. Je vois une affiche du cauchemar de Dracula dans Télé 7 jours. Je supplie mes parents de me laisser voir le film. Je veux absolument voir ce truc parce que ça a l'air très étrange, très bizarre, très à la fois effrayant et attirant en même temps. Évidemment, mes parents me disent bah non, t'es en CP, tu vas te coucher, ça va 22h30, tu regardes pas ça. Et résultat, de cette vision manquée est né un goût, en gros, pendant les mois qu'on suivi, les années qu'on suivi, je regardais toutes les semaines dans Télé 7 jours ou Télérama ou peu importe la revue, s'il n'y allait pas y avoir un nouveau film de vampire qui allait être diffusé à la télé. Mais comme à l'époque ça arrivait grosso modo jamais, il a fallu attendre, je dirais 1987, 1988, quelque chose comme ça, pour qu'enfin, à nouveau, la dernière séance, Eddie Mitchell passe à Hammer. C'était Dracula, Prince des Ténèbres, et ça a été la naissance d'une passion. Et tu l'as vu celui-là? Celui-là, je l'ai vu, ouais. D'accord. Du coup, je suppose que c'est peut-être un de tes préférés, celui pour lequel tu as le plus d'affection. En fait. Ah oui, tout à fait. Je sais que Dracula, Prince des Ténèbres, c'est un de ceux qui, en général, est un peu critiqué. On trouve ça moins bien que le cauchemar de Dracula. À l'époque, d'ailleurs, quand c'était sorti, la critique était un petit peu ni figue ni raisin. Enfin, il y avait un côté un peu comme ça, mais moi, je considère que c'est un grand Terence Fisher, que c'est la fin d'une trilogie passionnante, le cauchemar de Dracula, les maîtresses de Dracula et Dracula, Prince des Ténèbres. Et tu te souviens de ce qui t'avait frappé à l'époque au premier visionnage? Est-ce que c'est les décors? Est-ce que c'est le jeu des acteurs? Est-ce que c'est l'histoire? Eh ben, en tout cas, c'est pas les couleurs, parce que je l'ai vu sur une télé noir et blanc. Voilà. Mais je pense que c'était à la fois Christopher Lee pour son interprétation bestiale, très très animale, enfin ce côté, la pulsion incarnée, ça m'avait vraiment très fortement frappé. Et puis il y avait aussi, sans que j'en sois tout à fait conscient, peut-être aussi une dimension érotique évidente. Barbara Shelley, bien sûr. Son personnage de victorienne très collet-montée qui tout d'un coup devient la victime toute désignée de Dracula, une espèce de furie. Enfin, il y a un côté, il y a une espèce de libération, y compris sexuelle, qui va au-delà de tout ce qu'on imagine. Et ça, c'était une image très, très frappante, sans encore une fois que j'en ai conscience. J'étais gamin, mais je voyais bien qu'il y avait à l'œuvre des choses qui relevaient à la fois de la peur, mais aussi d'autres choses, et tout s'entremêlait. Donc il y avait quelque chose de fascinant. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu as vu tous les Hammer? J'en ai vu beaucoup. Il a fallu que j'en voie beaucoup quand je me suis mis à écrire les griffes de la Hammer. Maintenant, est-ce que je les ai tous vus? Non. Il y a beaucoup de films des années 40, 50, qui sont pas forcément très facilement... Est-ce que tu as vu le Hammer avec Bela Lugosi? Oui, ça je Il y l'ai a vu. beaucoup de gens qui ne savent pas que Bela Lugosi a tourné pour la Hammer. Dans les années 30, le tout premier film, The Mystery of Mary Celeste. Mais ça, pour le coup, c'est un Hammer qu'on peut trouver très facilement, qui est même libre de droit aujourd'hui. Je crois que n'importe qui peut le sortir en DVD. C'est un bon film, d'ailleurs? C'est pas un film extraordinaire, c'est plus l'anecdote qui est assez frappante, c'est-à-dire qu'en 1937, il y a cet acteur qui est iconique du cinéma d'épouvante américain, la Universal, il a fait Dracula, il a fait Le Chat Noir, etc., qui vient tourner un film en Angleterre pour la Hammer, et c'est pratiquement un signe avant-coureur de ce que va être la spécialisation dans le fantastique 20 ans plus tard du studio. C'est plutôt ce côté anecdotique, quoi. C'est symbolique, voilà. Parce qu'ils ont tourné il y a eu combien de films pour la Hammer? Alors là, j'ai pas le décompte précis, mais si on prend les films fantastiques, gothiques, on est déjà à peu près à une quarantaine, quoi. Donc c'est déjà énorme. Après, il faut rajouter les films d'aventure
fantastiques, les Robins des Bois, les films préhistoriques avec Raquel Welch, les films de pirates avant Jésus-Christ, les films de pirates. Les films préhistoriques avec Martin Beswick. Oui, également, ouais. Quand tu dis Martin Beswick avec ça dans le Et pourtant, qui était venu à Metaluna il y a quelques temps. qui est toujours aussi ça, un peu plus âgé forcément, Ouais. mais extrêmement sympathique et qui a joué des rôles étonnants dans la main. Et pourtant, on a l'impression que ce sont quand même les films fantastiques qui personnifient le mieux quand même les studios. Alors, ça pour des raisons évidentes, parce que c'est les films qui ont eu le plus de succès, ça c'est une première chose. Ce sont les meilleurs films qu'ils ont produits, c'est quand même dans ce genre-là que voilà, les grands classiques, notamment les films signés par Terence Fisher, voilà, des films qui ont changé le cours de l'histoire du cinéma. Là, ce sont ces films fantastiques gothiques, c'est Le Cauchemar de Dracula, c'est Frankenstein s'est échappé, c'est La Nuit du loup-garou, c'est tout ça, quoi. Et en même temps, c'est aussi une importance historique déterminante, c'est-à-dire que c'est avec ces films-là, par exemple, qu'en France, la cinéphilie fantastique est née. Ce qu'il faut bien voir en France, c'est qu'avant l'épisode Hammer, des films fondateurs 57-62, en gros les premiers films de Terence Fisher, il n'y a pas de cinéphilie fantastique du tout en France. Il y a très peu de gens qui ont vu les films de la Universal. Il y a des gens comme Jean Boulet, il y a des gens comme Ado Kirou qui de temps en temps signent un article ici ou là. Mais en gros, toute cette histoire, elle est absolument méconnue. Quand Lugosi meurt, dans le positif, Ado Kirou, il essaie de faire une filmographie, il arrive en gros à en citer une dizaine, quoi. Alors qu'on sait qu'il a fait, je sais pas, quasiment une centaine de films, Lugosi, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment avec la Hammer qu'est né cette espèce de mouvement. Il y a eu la revue Midi Minute Fantastique qui est née en 62, et comme par hasard, le numéro 1 de cette revue, la photo choisie pour cette revue, c'était une photo tirée de La Nuit du loup-garou de Fisher, qui était sortie 6 mois auparavant. C'est une photo sur laquelle on peut apercevoir une jeune femme, Yvonne Romain, qui est en train de se faire étrangler par le loup-garou, et c'est une provocation absolue à l'époque, parce que imaginez une revue comme ça dans les kiosques à journaux en 62, en pleine grisaille gaulliste, hein, dans un pays traumatisé par la guerre d'Algérie, dans un pays dirigé par un général septuagénaire. C'est vraiment une espèce de vaste dépucelage fantastique en terre cartésienne, ça c'est la première chose. Sur une reformulation agressive d'Eros et Thanatos, parce qu'on ne sait pas vraiment si cette jeune femme est en train de jouir ou de mourir, quelque chose de cet ordre. Un peu les deux peut-être. Voilà, mais ça va encore plus loin, parce que ceux qui ont vu le film en 1961 savent qu'il s'agit d'une photo impossible. Pourquoi photo impossible? Parce que, comme souvent au sein de la maison Hammer, il y avait des photos de promotion qui représentaient absolument pas, qui représentaient les scènes qui ne se retrouvaient pas nécessairement dans le film. En l'occurrence, pour cette photo, la jeune femme, Yvonne Romain, elle n'était autre que la mère du loup-garou dans le film, et elle meurt au moment de le mettre au monde. Ce qui fait que ceux qui ont vu le film comprennent qu'à travers le choix de cette photo, c'est une espèce d'appel subliminal qui est lancé à leur adresse. Et en gros, il s'agit de se dire, bah voilà, il s'agit d'une provocation incestueuse, mais il faut être initié pour le savoir. Et en choisissant cette photo pour en faire l'emblème d'une revue avec une ligne éditoriale complètement inédite, c'est la première revue consacrée au fantastique, bah c'est une manière de dire, on va s'intéresser aux films fantastiques pour ce qu'ils ont de transgressif esthétiquement, le sexe, l'horreur, et pour ce qu'ils ont de subversif thématiquement. Et donc c'est l'emblème. C'est le début d'une complicité avec, avec un certain lecteur. Et ce qui cristallise tout ça, c'est la maison Hammer, c'est les films gothiques de la Hammer, c'est les films signés par Terence Fisher, et donc ça devient un emblème, quoi, un emblème générationnel, ça devient un emblème de la contre-culture du début des années 60, tout ça nous mène à 68, et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que quand on prend tous les films de la Hammer comme un tout, bah, oui, bien sûr, il y a des films qui peuvent être très bons parmi les thrillers, etc., mais les films gothiques sortent du lot, parce qu'ils ont eu cette espèce d'impact historique absolument déterminant, quoi. Donc la Hammer qui peut quand même remercier le trio Terence Fisher, Christopher Lee, Peter Cushing, parce que qu'est-ce qu'aurait été le studio sans ce trio? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que l'impact aurait été moindre quand même. Oui, bien sûr. Je parlais de Fisher il y a 2 secondes, mais en fait, oui, la Hammer, c'est une équipe. C'est pas simplement un génial cinéaste tout seul. C'est d'abord des acteurs. Effectivement, Cushing, Lee, c'est eux qui vont porter ce monde-là de la même manière que Lugosi, Karloff le portaient dans les années 30. Ils vont renouveler cet imaginaire fantastique, gothique, les monstres classiques, etc. Mais c'est aussi, ça va au-delà de ça, c'est toute une équipe technique, c'est Bernard Robinson au décor, c'est Jack Asher à la photographie pour les premiers films. Et on ne dira jamais à quel point ces films sont révolutionnaires.
dans le contexte de l'époque, parce qu'on vivait à la fin des années 50 dans l'idée que le fantastique c'est une affaire de noir et blanc, d'ombre et de lumière, on vivait dans l'héritage de l'expressionnisme allemand, et là tout d'un coup on a vraiment un fantastique en couleur, un fantastique qui utilise la sensualité de la couleur, un fantastique de chair et de sang. La critique d'ailleurs qui était hostile à l'époque a parlé d'obscénité de la couleur, presque de pornographie de la couleur, c'était l'idée qui avait cours. C'est ce qui frappe à la vision, c'est vraiment très très soigné, les décors, la photographie, je pense que c'est ça qui a dû faire sortir justement au début, parce que après c'était un peu... La musique. La musique aussi. James Bernard, qui pour Terence Fisher est aussi important que Bernard Herrmann peut l'être pour Hitchcock. C'est des complicités de cet ordre, c'est vraiment des tempéraments qui se complètent, parce que de la même manière que Fisher et Hitchcock, ce sont des réalisateurs très... ultra précis, presque mathématiques dans leur mise en scène, le souffle romantique vient aussi de la musique, et c'est l'association des deux qui fait la magie, quoi. Et des super scénarios, Jimmy Sangster, bien sûr, qui a été un moteur de la Hammer. Je ne sais pas combien de scénarios il a écrit pour la... Ben, il en a écrit c'est incroyable. Ah, on a un petit papier dans l'affiche. Ça l'affiche mal. Et surtout, de jolies actrices. La Hammer est réputée pour ses belles actrices. Oui, alors si on va dans si on cherchait tous les ingrédients, qui a amené ce côté un peu érotisant, on va dire. La dimension érotique, elle est présente à la fois dans le choix des actrices, ça c'est une chose, bien sûr, parce que il y a ce qu'on a appelé les Hammer Girls, de la même manière qu'on a parlé des James Bond Girls, voilà, donc des starlettes sensuelles, avec des poitrines avantageuses, bien mises en valeur, etc. Ça c'est une chose. Mais l'érotisme aussi au sein de la Hammer, ça vient aussi du traitement des mythes. Et ça, c'est autant le travail de Jimmy Sangster au scénario que de Terence Fisher à la réalisation. Si on prend le mythe de Dracula, la nouveauté absolue du cauchemar de Dracula ou des maîtresses de Dracula, enfin tous ces films-là, c'est vraiment de faire le choix d'un traitement adulte des mythes. Il y a toujours eu une dimension érotique dans le mythe du vampire, c'était présent dans Nosferatu, il y avait un sous-texte homosexualisant, c'était présent dans le Dracula de Todd Browning avec Lugosi qui incarne ce Dracula un peu mondain, séduisant, etc. Mais avec Fisher, avec Christopher Lee dans le rôle, avec le scénario de Sangster, on a cette idée qu'enfin, Dracula, c'est vraiment la pulsion déchaînée, la pulsion de sexe et de mort. Et ça, c'est représenté vraiment par le sang à l'écran, c'est les yeux exorbités de sang, c'est le sang qui coule sur des canines proéminentes. Pour la première fois, on filme les canines proéminentes. Voilà. En couleur surtout. Et en couleur, bien sûr. Voilà, en couleur, oui, c'est la tache rouge, c'est toutes ces taches rouges qui se promènent à l'écran. D'ailleurs, c'est le sang quand on le filme directement, mais ça peut être aussi un élément de mobilier, ça peut être un fauteuil, ça peut être un tableau, ça peut être les fioles. Il y avait un jeu sur les couleurs, dans les éléments de décoration, c'était et de la photo évidemment qui mettait ça. Il y avait une complicité entre le directeur photo et le décorateur. Qui était remarquable. Ouais, tout ça est vraiment travaillé de concert d'une manière très, très consciente. Et du coup, pour la première fois, on a un Dracula qui s'assume totalement. À l'inverse du Dracula de Lugosi, en fait, le Dracula de Lugosi, c'était celui qui regrettait son humanité perdue. Le Dracula de Christopher Lee ne regrette absolument rien, il jouit de sa condition de non-mort, il jouit de son statut de vampire et il va au bout de sa jouissance. Et de la même manière, ces victimes, en réalité, elles sont consentantes. Si on prend le personnage de Lucy dans le cauchemar de Dracula, il y a toute cette scène absolument extraordinaire où Dracula est absent et en gros elle fait semblant de se coucher, il y a sa famille qui est là, qui lui souhaite bonne nuit, c'est une petite fille dans son lit, un peu malade, etc. Sa famille s'en va et là, elle se lève, elle vire tous les crucifix, elle est prise comme dans une espèce de transe érotique. Et si on regarde la mise en scène, ce qui est fabuleux, c'est que précisément Dracula est absent et la scène coupe avant même l'arrivée de Dracula. Ce qui fait qu'on peut même se dire que Dracula n'est qu'un fantasme féminin qui libère d'une espèce de phallocratie victorienne, bourgeoise, dominante, etc. Et donc on a vraiment l'idée du monstre, entité de libération en tant que puissance diabolique, c'est un peu les deux à la fois, mais c'est ce qui ouvre encore une fois la possibilité de lecture, ça relève de la contre-culture, ça nous mène à 68, etc. etc. Et c'est ce qui fait la force érotique du mythe
réinventé par la Hammer. En fait, c'est une révolution iconographique. C'est comme le Frankenstein aussi qui est beaucoup plus sadique que celui de 1933, ouais. Oui, de la même manière, en fait, ce qui est fabuleux au sein de la Hammer, c'est que tous les monstres assument leurs instincts. Le Frankenstein... le Frankenstein de Peter Cushing, le vrai monstre du film, quelque part, c'est lui, c'est un monstre au sens moral. D'ailleurs, c'est lui qui va devenir le héros de la série, à l'inverse de la série des années 30. Dans la série des années 30, c'est Boris Karloff qui tient la série, enfin c'est la créature Frankenstein qui tient la série sur ses épaules. Boris Karloff d'abord, puis ensuite Lugosi, puis ensuite Glenn Strange, etc. C'est vrai que c'est la grande trouvaille de Sangster au niveau scénario, parce que finalement, ce qu'auraient jamais imaginé les Américains à l'époque, c'est que le créateur devient sa propre créature. Voilà, c'est le deuxième. Dès le deuxième. La revanche de Frankenstein, c'est le moment pivot où tout d'un coup toute cette série s'affranchit totalement tout ce qui s'est fait et nous emmène vers des possibilités complètement inédites. Y compris au niveau du gore, je crois que c'est un épisode qui est assez... Oui, bien sûr. Dès les premiers films de la Hammer, c'est du pré-gore en fait. Dès les premiers fantastiques de la Hammer, c'est vendu comme ça, c'est perçu comme ça, et effectivement, c'est quand même des films très sanglants pour l'époque. Et pour le traitement du mythe de Frankenstein, il y a vraiment ce côté... le docteur Frankenstein dans les années 30, c'est quelqu'un qui à un moment donné se rend compte que ses expériences sont blasphématoires et qui regrette son geste et qui va accepter la malédiction qui lui tombe dessus. Il dit tout ça de cette manière-là. Le Frankenstein est incarné par Peter Cushing, filmé par Terence Fisher. C'est quelqu'un qui se contrefiche de la notion de blasphème, tout simplement parce qu'il ne croit pas en Dieu. Et là où ça devient passionnant, c'est que lorsqu'il connaît l'échec, ça vient non pas donc de la dimension blasphématoire de ses expériences, mais tout simplement des gens qui l'entourent, des limites même du monde. Ça va être le conseil de l'ordre des médecins puritains qui condamne ses activités pour des raisons morales. Ça va être les bas-fonds de Londres ou de telle ville où c'est censé se passer, où on est dans l'obscurantisme le plus évident et donc on condamne ce qu'il fait. Et donc à chaque fois, il bute sur les limites du monde et c'est la première version matérialiste et athée du mythe de Frankenstein. Et c'est tellement ça que, effectivement, dans le deuxième épisode, dans la revanche de Frankenstein, il y a cette idée de génie où il va créer un corps à sa propre image. Donc on a un double de Cushing, il va faire greffer son propre cerveau dans ce corps, et donc la malédiction est définitivement levée. Frankenstein crée Frankenstein, l'homme crée l'homme, on n'a plus besoin de Dieu. La boucle est bouclée. Et ce qui est intéressant également dans la série des Frankenstein de la Hammer, donc toujours, c'est l'évolution du personnage. Dans Frankenstein, c'est échappé, effectivement. Il est, comme tu dis, il n'a pas les limites de la religion, de blasphématoire, mais il est quand même encore relativement soft. Il tue quand même. Oui, il tue, mais il ses anciens menteurs pour récupérer son cerveau. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas méchant. Voilà, c'est pas très méchant. Mais au fur et à mesure des épisodes de la série, il devient la plus abjecte ordure. Le retour de Frankenstein, le retour de Frankenstein, il fait chanter sa logeuse, Veronica Carlson. Et non seulement il la fait chanter, mais en plus de ça, il la viole. Et dans le dernier opus de la série, dans Frankenstein et le monstre de l'enfer, il continue son petit jeu de chantage, cette fois-ci envers le directeur de l'asile dans lequel il est interné lui-même, et dont il a pris en sous-main la direction. Et il fait en fait son supermarché dans les cellules de la prison. Il repère des mains d'un violoniste, il bute le mec pour récupérer ses mains, et ainsi de suite. Il est devenu complètement, totalement amoral jusqu'au bout des ongles. Et c'est une des sagas les plus... à mon avis, les plus intelligentes du cinéma fantastique. Parce que ce personnage-là, c'est vrai qu'il y a une évolution de caractère, mais qui est sidérante. Le premier, tu l'as dit, on est encore dans un baron Frankenstein, on va dire, cynique et amoral. Oui. Il fait quelques meurtres, mais c'est pour sa bonne cause, on va dire ça comme ça. Dans le deuxième, il le réhabilite. Et finalement, on lui donne raison parce qu'il obtient ses résultats. Dans le Frankenstein créé à la femme, tout d'un coup, alors là, on le réhabilite complètement parce qu'il devient une espèce de savant positiviste, plutôt bienveillant.
Dans le retour de Frankenstein, ça devient carrément un héros luciférien en révolte contre le monde. Là, c'est vraiment le nouveau Satan, quoi. Et dans le dernier, c'est le fou. Parce qu'il passe de l'autre côté du miroir et il est dans la répétition de son geste jusqu'à la fin des temps. Et voilà, il peut construire des monstres. Puis il y a l'empreinte de Frankenstein. Voilà. Et puis il y a l'empreinte de Frankenstein au milieu. Où il est quand même, il a des démêlés avec la religion. Oui, dans l'empreinte de Frankenstein, puisque en fait c'est un curé, c'est un curé qui vient lui ruiner son labo. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même comédien, donc Peter Cushing, qui joue le rôle dans tous ces Frankenstein. On se demande si c'est Cushing qui a fait évoluer le rôle ou si ce sont les scénaristes. Parce qu'il y a je crois qu'il y a quand même beaucoup de Fisher aussi dans le traitement des scénarios, parce que je pense que c'est encore une fois un travail d'équipe. Il y a Cushing qui regrettait justement la scène de viol dans le cauchemar. Parce que c'est bon, ça dans le retour de Frankenstein. Oui. Donc, finalement, non, c'est pas Cushing à mon avis qui choisissait le. Ouais. Non mais il avait son mot à dire et ce qui est assez amusant, c'est de savoir quand on connaît un petit peu Peter Cushing, et c'était un homme très pieux. Il était très croyant quand il dormait beaucoup. Quand il signait des photos, il dédicaçait des photos, il terminait toujours sa dédicace à la main, ça lui prenait quand même un petit bout de temps, par que la bénédiction de Dieu soit toujours avec vous, en anglais. C'était un traduction, c'était vraiment. Non, pas du tout. Non, il était vraiment très. Oui, mais du coup, il se prêtait avec d'autant plus de plaisir, j'imagine, à ce genre de rôle. Tu vois, c'est pas contradictoire, en fait. Absolument. Bruno, tu voulais dire quelque chose, je crois. Je le disais donc avant que tu me coupes. Qui t'a coupé? Mais après, vous l'avez développé plus ou moins. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est la série des Frankenstein, c'est celle où il y a le plus de continuité, à part l'empreinte, avec le même personnage et une fin qui redémarre, etc. Oh, les Dracula également. Ouais, mais pas avec... effectivement, pour certains, ils se terminent, ils redémarrent sur la suite. Mais il n'y a pas eu de réelle évolution, dans le bon sens en tout cas. Au niveau qualité. Moi, je vois une évolution assez claire dans les trois Dracula, mais parce que c'était Terence Fisher. Je crois qu'elle est encore en train de... Je crois qu'on va la décrocher carrément. Ouais, alors pour ce qui est de la continuité entre les films, alors le cycle Frankenstein, c'est évident, il y a une continuité thématique, etc. Mais le cycle Dracula est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Alors il y a effectivement jusqu'au dernier épisode une espèce de continuité. Chaque nouvel épisode commence par là où se termine le précédent. Donc, là-dessus, voilà, il y a une espèce de continuité chronologique. Mais au niveau de la thématique, si on prend vraiment les trois premiers, ceux de Fisher, il y a quelque chose qui est extrêmement cohérent. Le premier opus, le Cauchemar de Dracula, en fait, il travaille sur l'idée de la dualité du vampire. On a à la fois... En fait, c'est la double présentation de Christopher Lee au début du film. La première fois qu'on le voit, c'est quelqu'un qui parle un espèce d'anglais oxfordien parfait. C'est un aristocrate racé jusqu'au bout des ongles. Il est très élégant, il est séduisant, etc., etc. Et 5 minutes plus tard, on nous le représente sans aucune transition, avec un gros plan. Et là, c'est le gros plan sur les yeux exorbités, le sang, les canines. Enfin, c'est vraiment la bête fauve déchaînée. Et le film est construit en fait sur cette double image, c'est-à-dire qu'on verra très peu par la suite Dracula en tant que tel, mais le spectateur garde en souvenir ces deux images qui se superposent. Et ça, c'est la dualité du monstre, quel qu'il soit chez Terence Fisher, c'est l'idée d'une dualité irrésolue. En l'occurrence, le vampire, à la fois le personnage social et la bête fauve qui échappe à toutes les règles de la vie en société. Voilà, c'est un peu ça. Le deuxième opus, Les Maîtresses de Dracula, il va creuser plutôt l'idée de dualité sexuelle. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est vraiment tout le traitement du mythe sous l'angle sexuel. Fisher, en interview, avait déclaré que pour lui, le vampire, en tant que tel, n'a pas de sexe déterminé, il est toujours du même sexe que sa victime, parce qu'il se nourrit de son identité, y compris sexuelle. Et donc, du coup, ça devient une espèce de monstre, par définition, bisexuel. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, c'est les deux à la fois, c'est vraiment ça. Et Les Maîtresses de Dracula, c'est vraiment l'exploration de cette idée-là. Parce qu'on n'a pas, en fait, de Dracula en tant que tel, on a un autre personnage qui s'appelle le Baron Meinster. Christopher Lee n'a pas joué dans Les Maîtresses de Dracula, c'est un autre acteur, c'est David Peel.
Ce qui fait le lien, c'est qu'on mentionne en voix off au démarrage l'idée que Dracula est mort, mais d'autres ont perpétué son culte, donc le baron Meinster. Et ce baron vampire est tout à fait curieux. Il vit dans un univers qui est vraiment dominé par la figure féminine. Il y a sa mère, la baronne Meinster, il y a son espèce de nounou diabolique, Greta, incarnée par Freda Jackson. Et puis, il a ce côté vampire reclus dans le château avec une longue chaîne au pied. Ça devient une espèce de cordon ombilical qui n'a jamais été rompu. Et on sait que l'acteur était gay. Et de manière tout à fait évidente, en fait, on joue de ça dans le film. C'est vraiment un espèce de vampire gay, très, très clairement, même si c'est jamais énoncé de cette manière-là. Ce qui fait qu'on a souvent dit, en fin de compte, que le titre du film, Les Maîtresses de Dracula, était un titre purement commercial, un peu mensonger, parce qu'il n'y a pas de Dracula dans ce film. Mais en réalité, moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est un titre qui correspond vraiment à ce qui est raconté. En fait, il s'agit bien des Maîtresses de Dracula, le baron Meinster compris. C'est aussi une maîtresse de Dracula, on peut le voir comme ça. Et donc, voilà, on est vraiment dans cette idée-là, dans ce deuxième film. Le troisième film, Dracula, Prince des Ténèbres, ça devient encore une autre manière de mettre en évidence la dualité du vampire. Et là, ça va être autre chose, ça devient vraiment le vampire, une espèce de puissance qui nous échappe, immatérielle, qui est dans l'air. Au début du film, il est mort. Qui explique qu'on voit moins Christopher Lee derrière. On le voit pas du tout. Et d'ailleurs, toute la question, c'est comment va-t-il ressusciter? Parce qu'il va bien falloir qu'il ressuscite à un moment donné. Et tout d'un coup, quand il est effectivement, quand on lui redonne vie avec une espèce de messe noire, qui est une sorte d'eucharistie inversée. Au bout de 40 minutes de film, je crois. Précisément au milieu du film. Donc c'est vraiment construit de manière mathématique. La première scène du film, c'est la mort de Christopher Lee à la fin du cauchemar de Dracula. 40 minutes plus tard, il renaît de ses cendres et au bout de 80 minutes, il remeurt. Donc c'est vraiment une espèce d'esthétique de la symétrie, du cycle. Enfin, il y a quelque chose de... On est dans la géométrie de l'horreur, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais du coup, ce Dracula-là, c'est vraiment à la fois le diable, puissance immatérielle, et tout d'un coup l'antéchrist qui s'incarne de chair et de sang. Donc Dracula par Fisher, les 3 premiers films, c'est comme les Frankenstein de Fisher, c'est extrêmement cohérent, et finalement, même si on retrouve un peu toujours le même genre de scène, un petit peu le même genre de passage obligé, les significations changent toujours. C'est pour ça que c'est un cycle extrêmement riche aussi, quoi. Mais Dracula, Prince des Ténèbres, par contre, est complètement différent. Le personnage est totalement différent. C'est plus du tout un vampire aristocrate. Non. D'ailleurs, il prononce pas un mot. Parce qu'il n'y a plus besoin de le présenter comme ça. On a déjà eu le cauchemar. C'est vraiment, il est complètement bestial. C'est ça, ouais. Et le film est une suite en fait directe de Dracula, du cauchemar de Dracula, puisque la séquence d'ouverture reprend, comme tu le disais, la fin, la destruction du vampire dans le cauchemar. Ce qui était sacrément culotté d'ailleurs, parce que la scène de destruction du cauchemar, c'est quand même l'une des scènes mythiques du cinéma fantastique. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'époque. C'est quelque chose qui a fait beaucoup pour la légende du film. Alors faire une suite en redémarrant sur le summum du truc... Faut avoir foi dans son cinéma et dans ce qu'on va raconter pour le. Finalement, il n'y a que les grands réalisateurs qui y arrivent. Ouais. Mais le film a été aussi pas mal critiqué là-dessus. Mais je pense qu'il a été assez peu compris sous la dimension que je présentais juste avant, vraiment sur cette dualité qui n'est plus la même que celle du cauchemar. C'est autre chose. C'est vraiment là on travaille sur la notion d'antéchrist et voilà. Tu as fait tous les bonus d'une série de Hammer qui vont sortir justement. Chez Elephant Film. Chez Elephant Film, ouais. C'est des titres. Alors, il y en a beaucoup. Il y a 9 titres qui correspondent à la période universelle de la Hammer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Hammer, petite société de production anglaise, faisait des deals avec des grands studios hollywoodiens. Donc, il y a eu la Warner, il y a eu la Universal, il y a eu la Columbia, il y a eu la Fox, etc. Et la période Universal, c'est vraiment l'âge d'or, en gros, de la Hammer. C'est peu après Frankenstein s'est échappé en 1957. Film qu'ils avaient fait sans l'aval de la Universal, parce que c'était la Universal qui avait fait les Frankenstein des années 30. Vu le succès énorme du film, en gros, en 1957, le film bat au box-office Le Pont de la Rivière Kwai de David Lean, c'est dire un peu l'impact de ce premier Frankenstein. La Universal aux États-Unis va se dire bon bah ok, on va faire un deal avec la maison Hammer, et c'est à partir de là qu'ils vont
pouvoir refaire un Dracula, refaire une momie, un loup-garou, etc. Reprendre un petit peu en décalque le grand bestiaire des films des années 30. Donc chez les fans de films, ça correspond à cette période-là. 9 films, il y a Les Maîtresses de Dracula de Fischer, La Nuit du loup-garou, Le Fantôme de l'Opéra. Il y a Le Baiser du vampire de Don Sharp, il y a L'Empreinte de Frankenstein de Freddy Francis, toujours de Freddy Francis et hors du cycle purement gothique, il y a Paranoia et Meurtre par procuration. Ça, c'est un autre mini-cycle de la Hammer, beaucoup plus inspiré des Diaboliques d'Henri Georges Clouzot et de Psychose d'Alfred Hitchcock. En gros, c'est des thrillers horrifiques à tiroir avec des avec des révélations, des glissements de max, des twists en pagaille jusqu'à l'absurde même parfois, c'est ce qui fait tout le charme de ces films. Autre film, l'ombre, The Shadow of the Cat de John Gilling. Alors un Hammer là pour le coup tout à fait méconnu parce que c'est même pas un Hammer officiel, c'est bel et bien tourné par la Hammer au Bray Studio avec la même équipe, mais pour des raisons propres à la production, ça n'a pas été officiellement signé par la Hammer en fait. Voilà. Donc, mais c'est quand même tout à fait un film de la Hammer. Et j'en oublie peut-être. Le fascinant Captain Clegg de Peter Graham Scott, un film assez étonnant parce que alors là on est à mi-chemin entre le film d'aventure, le film de cap et d'épée, et l'aventure et le film gothique. Et les squelettes, c'est quoi les squelettes parce que je l'ai pas vu. Ah bah c'est une histoire de marée hantée notamment sur fond d'histoire de pirates et de contrebandiers. C'est un film qu'on pourrait voir comme une sorte de mini Moonfleet, parce qu'il est question, alors oui, de malédiction, de contrebandier, de filiation cachée. C'est pas réellement un film fantastique, mais il y a une ambiance fantastique. Mais l'ambiance est totalement fantastique. L'ambiance est totalement fantastique, et il y a quand même tous ces éléments obligés de tout film fantastique anglais de l'époque. Il y a toujours un moment donné où on est obligé d'aller vérifier dans le cercueil si le mort est bien là ou pas. Enfin, donc on est quand même dans le genre de manière évidente. Ça aurait pu donner tout à fait autre chose, mais le scénariste Anthony Hines, qui a dû sévir sur ce film-là sous le pseudonyme de John Elder, qui était l'un des copropriétaires de la maison Hammer, quand il a adapté, parce que c'est tiré d'un roman, la série du Dr. Sin, au même moment, Disney veut aussi faire une série de tout ça, et les uns et ils vont trouver un deal avec Disney pour que chacun fasse sa propre adaptation, mais Disney va tirer ça vers un univers pour enfants, en gros. C'était Anthony Hines, c'était McGowan qui jouait. Oui, je crois que c'est ça, ouais. C'était très sympa, ouais. Et du côté de la Hammer, voilà, il y a ce goût pour le gothique, et lui, il va tirer tout ça vers vraiment le fantastique gothique. Parce que la en fait, ça fait penser à Jason et les Argonautes. Hein. Je pensais à Harryhausen un petit peu. Ouais. Oui, on en est loin tout de même. Mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout. Mais c'est un Hammer qui gagne à être vu, d'autant plus qu'il y a un superbe casting. Il y a Peter Cushing à nouveau dans un rôle, à un moment où il voulait s'éloigner, lui, des rôles purement fantastiques, purement gothiques, Frankenstein et tout ça. Il voulait faire quelque chose d'un peu différent. Et c'est effectivement un peu différent. Chef de bande. Voilà, en chef de bande. Il a un côté un petit peu virevoltant à la Errol Flynn. Un peu, oui. On retrouvera ce côté-là d'ailleurs même dans L'Empreinte de Frankenstein de Freddy Francis plus tard, où il a c'est à nouveau un Frankenstein, mais il y aura un côté héros de film de cap et d'épée dans celui-là. C'est Dracula aussi plus tard. Il y a Yvonne Romain. Oui, il y a Yvonne Romain, il y a Oliver Reed. Oliver Reed, qui d'ailleurs était déjà connu pour ses frasques pendant le tournage de Captain Clegg. Il y a des gens qui boivent des pintes, il y a des gens qui retournent un bar. Oliver Reed était capable de boire un bar entier, en gros. Et donc il y a une soirée où il est passablement éméché, il se bat, il a un accident, il se pète la clavicule, enfin c'est terrible. Et il tourne quand même toutes les scènes le lendemain à cheval, alors il souffre comme pas possible. Mais voilà, sur Captain Clegg... C'est un peu notre Bruno Terriano, quoi. Très bien. Sauf que Bruno ne se bat pas, lui, dans les bars. Donc les 9 films vont être réunis aussi dans un coffret ? Alors c'est ça, alors ils sortent en combo DVD Blu-ray. Alors moi j'ai assuré tous les bonus en fait pour toute la collection. Il y en a qu'un seul qui sort exclusivement en DVD, c'est The Shadow of the Cat. Parce qu'il n'y avait pas de Master HD disponible pour ce film.
Ils vont être réunis dans un coffret, plus 4 autres films qui étaient déjà sortis chez Elephant Film, à savoir Comtesse Dracula, Le Cirque des Vampires, Les Sévices de Dracula et La fille de Jack l'Éventreur. Voilà. Donc 13 films de coffret Voilà. pour Noël, quoi. Exactement. Et dans chaque combo DVD Blu-ray, il y a un petit livret que j'ai écrit d'une vingtaine de pages. Et on retrouve le même livret dans une autre édition dans le coffret en version 64 pages, plus iconographiée, etc. Parfait. Alors simplement ouvrir une petite parenthèse parce qu'on a beaucoup parlé des jaquettes, des visuels des jaquettes des 9 Universal qui sont, on va dire, relativement modernes et qui ne plaisent pas à tout le monde. Et il faut quand même dire que ces jaquettes sont réversibles. Et les affiches originales. Voilà, il y a des affiches originales qui sont présentées derrière pour ceux à qui ça ne plairait pas. Fournies par Daniel Bouteiller. Non, même pas. Enfin, certaines peut-être. Et si je te pose une question piège, ton Hammer préféré, comme ça. Alors, en fait, il y en a plein, mais Il y en a un qui sort du lot. dans la série Non, en général. En général. Je serais tenté, comme il y en a beaucoup, je serais tenté de citer plutôt celui qui est le moins connu, parce que ça lui profitera plus que... Ce serait Les 2 visages du Dr Jekyll de Fisher, que je trouvais être une version absolument magnifique du mythe de Jekyll Hyde par Robert Louis Stevenson. C'est une variation pour le coup très originale, absolument pas classique, parce que dans ce film-là, Jekyll est une espèce de bourgeois barbu, un peu grisonnant, un peu terne, et Hyde est loin d'être monstrueux, au contraire c'est un beau jeune homme séduisant qui finit par séduire la propre femme délaissée de Jekyll, et donc du coup on a une espèce de renversement de valeur absolument sidérant, et il y a cette idée qui en fait peut-être l'une des variations les plus subversives de tous les Jekyll Hyde jamais produits, parce que c'est pratiquement une sorte de film noir en fait, ce film. Souvent chez Fisher, le gothique peut emprunter au film noir et le film noir emprunte au gothique. Quand on voit ces films des années 50, film noir, on voit qu'on est déjà dans le fantastique qui va suivre, et dans les films fantastiques, on a des éléments qui viennent du film noir. La démonstration éclatante de ça, c'est Les 2 visages du Dr Jekyll, et en gros l'idée de génie, c'est que Hyde va mettre en place une espèce de machination pour faire en sorte de se débarrasser de Jekyll, par le biais des lois, par le biais de la police, etc. Or, dans le mythe de Jekyll et Hyde, en gros, Hyde correspond à ce que les lois tentent d'empêcher chez nous. Voilà, on a tous un criminel en nous, mais les lois, le surmoi est là pour finalement emprisonner le Mr. Hyde qui sommeille en chacun de nous. Dans le Hyde et Jekyll de Fisher, Hyde est suffisamment diabolique justement pour utiliser les lois pour se débarrasser de Jekyll. Et c'est une idée merveilleuse. Après, plastiquement, c'est toute beauté. C'est l'un des plus beaux Technicolor de Jack Asher. Alors, c'est peut-être pas le film fantastique le plus horrifique de Fisher. Par moments, on pourrait presque penser à Ophuls, on pourrait presque penser à La Ronde, on pourrait presque penser à des choses de cet ordre. Donc, c'est un de ses films les plus atypiques, l'un des moins connus en France parce qu'il est sorti que dans une projection pirate au Styx en 69. C'est Jean-Pierre Bouixou qui avait été récupéré une copie sous son bras à Bruxelles, qu'il avait ramené clandestinement par le train à Paris et qu'il l'avait projeté comme ça sans aucun visa à l'époque. Mais et alors pour la dernière petite anecdote, il y a Serge Gainsbourg qui a fait une chanson célèbre sur Jekyll et Hyde, et c'est en réalité bien sûr à cette version-là qu'il pensait en l'écrivant, quand il nous décrit un Jekyll cocu et un Hyde auquel on ferait mieux de s'identifier. C'est bien sûr cette version-là dont il parle. Bruno, je pense que c'est un film qu'on doit pouvoir trouver en DVD. Oui, il est sorti chez Columbia, oui. Je ne sais pas d'ailleurs, Nicolas, si à l'époque, la copie dont tu parlais, c'était le montage américain ou anglais du film. Je dirais que c'est le montage anglais, mais c'est une copie... Parce que copie belge, sous-titré en flamand. Ça fait partie de beaucoup de Hammer qui ont été remontés dans les montages différents entre les États-Unis et... Il y a effectivement un titre américain, c'est House of Fright, là où le titre anglais c'est Two Faces of Dr. Jekyll. Bruno, alors, tu as un Hammer. C'était ça la question, oui. Tu préfères ? Moi, c'est le classique, c'en est un connu et que j'aime vraiment beaucoup, on en a parlé plusieurs fois déjà, c'est le retour de Frankenstein. Je trouve que ça reste mon préféré au niveau rythme, au niveau des idées, au niveau même de scènes absolument incroyables comme la fuite d'eau et le viol de Carlson. Enfin, ça correspond aussi, c'est pas le premier que j'ai vu, mais un des premiers quand même.
Et comme je trouve que la saga des Frankenstein est la plus intéressante dans le fantastique de la Hammer, c'est vraiment celui que je préfère au niveau scénario. Ouais. Christian? Moi j'aime bien Les Vierges de Satan, Devil Rise Out, de Terence Fisher, 68. Christopher Lee qui fait pas le méchant pour une fois. Une histoire de messe noire avec de mémoire l'apparition du diable à la fin. Et pour moi c'est un des plus effrayants. Second Dracula, Frankenstein, ça fait pas particulièrement peur. Mais là il y a une ambiance, une atmosphère qui est incroyable. Tiré d'un roman Denis Wheatley, un classique de la littérature et adapté par Richard Matheson, donc que du bon. Et je n'ai un souvenir d'une projet à la Cinémathèque vraiment incroyable. Et voilà, pour moi, c'est la quintessence de la... Sinon, le voir avec 39 de fièvre et super grippé comme je l'ai fait, ça rajoute encore un peu. J'ai souvenir de ce film-là. J'ai vu il y a 5 ans, j'étais super malade et ça a rendu le film encore plus malsain. C'est pour ça que je t'en parlais, ça me fait penser à ça. Il y a une clé de lecture de tout le cinéma de Fisher dans les Vierges de Satan. C'est que, selon moi, il y a quelque chose. Fisher travaille sur l'idée du puritanisme. Tous ses films se passent dans la société victorienne et on le sait que lui-même a eu une éducation victorienne et que voilà. Mais il a un regard critique là-dessus. Or, dans la manière de voir les choses dans la société victorienne, c'est une société, c'est une manière. On se défie de la notion d'imaginaire et d'image en général dans la culture puritaine, quelle qu'elle soit. Or, ce qui nous met en scène, notamment dans Les Vierges de Satan, c'est toujours présent dans tous ces films, mais là c'est absolument évident dans Les Vierges de Satan, les personnages ne sont pas assaillis par des monstres, mais ils sont assaillis par des images. Ils sont dans un cercle qui est censé les protéger. Il y a des histoires de rituels magiques, magie noire, magie blanche, etc. Et ils ne sont non pas assaillis par des monstres, mais bel et bien par des images de monstres. Et là où le cinéma de Fisher est absolument passionnant, c'est qu'il ne cesse de nous montrer plein cadre ce que les personnages ne cessent de dénoncer et qu'il ne faut absolument pas regarder les yeux dans les yeux. Et donc, il nous fait l'expérience de ce que les personnages s'interdisent. Il nous offre l'expérience en tant que spectateur de ce que les personnages s'interdisent de faire. Et on est donc dans une espèce d'ambivalence, dans une espèce de dialectique comme ça. Et donc, c'est une espèce de manière de subvertir toute logique puritaine, tout en ayant l'air d'en épouser le point de vue. Et c'est assez passionnant, quoi. Et c'est le deuxième film de secte de la Hammer, en fait. Le premier étant Le baiser du vampire. Où les vampires sont assimilés à une secte avec un gourou, avec des followers. Je crois que tu as une petite préférence pour Isabelle Black. Ah oui, j'aime bien Isabelle Black, dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'on a tous des Hammer Girls préférés. Oui. Alors moi, bien entendu, comme je le disais, c'était André Mélie, des maîtresses de Dracula, qui est assez haute. Il est content. On va dire, oui, j'avais dit que j'en parlerais, hein, mais bon, il n'y a pas qu'elle, mais c'est clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Hammer Girls parfois étaient recrutées en fonction d'un certain nombre de photos qu'elles avaient pu faire. Et il y a certaines Hammer Girls qui ont fait des shootings assez célèbres. Et je pense notamment à Marie Devreux dans le même film, dans Les Maîtresses de Dracula, qui elle s'est fait connaître notamment par ses shootings photos dans une revue érotique qui s'appelait Caméra d'Harrison Marks. Elle avait été présentée par Michael Caine à Harrison Marks. Et en fait, quand on regarde cette revue érotique et qu'on épluche les numéros dans les années 60, souvent on trouve certaines actrices qui ont fini par faire des films au sein de la Hammer. Il y a Karen Gardner, je crois aussi, qui joue le rôle de la femme volage du bourgmestre dans L'Empreinte de Frankenstein, qui a fait toutes sortes de photos. Blonde, assez bien pourvue. Un peu vulgaire. Légèrement vulgaire. Mais la Hammer, on a joué aussi avec, c'est dans Frankenstein crée la femme, avec toute une série de photos. Avec Cushing qui la porte devant la fournaise. Alors Suzanne Denberg, pas dans le film, Suzanne Denberg, elle, c'était pas chez Harrison Marks qu'elle a été connue, mais c'est par Playboy. Ça tombe bien parce que celui-là, c'est mon préféré. Playboy ? Non, Frankenstein crée la femme. En fait, c'est celui qui a une dimension, je trouve, la plus romantique, une des plus romantiques de la série, presque émouvante en fait, parce que on a un amoureux éperdu qui va retrouver sa dulcinée et le baron en profite justement pour
pour les Warner. C'est vraiment c'est mon préféré. Mais le baron, dans Frankenstein, Crée la femme, le baron n'est pas le plus abject. Oui, loin s'en faut. À tel point d'ailleurs que c'est même peut-être le film le moins violent de la série en fait. Quand Suzanne Denberg se débarrasse des bonnes scènes, mais... des espèces de sales petits cons de bourgeois qui l'ont persécutée quand elle était brune et défigurée, c'est assez sanglant. J'aime beaucoup les scènes dans l'auberge. Hein. Pareil, là, tout est très soigné. Ça occupe une bonne partie de l'action d'ailleurs. Beaucoup de plaisir. Fisher disait à propos des Frankenstein Crée la femme que l'une de ses inspirations, c'est un de ses cinéastes préférés, qui l'a toujours inspiré d'une manière globale, mais pour ce film-ci précisément, c'est Borzage. Et pensez à ces films d'amour, voilà. Et l'histoire d'amour. Et si je ne m'abuse, c'est dans Frankenstein Crée la femme aussi, où il y a un gamin qui va voir son père décapité, guillotiné en début de film. Au début du film. C'est quand même assez subversif, on va dire. Et Louis ? Moi, mes Hammer préférés, il y en a plusieurs, c'est difficile. En fait, la question, c'est plutôt quel Hammer on regarde le plus. C'est-à-dire, quand on a envie de regarder un bon film, quel film on met dans la bécane. Moi, ce que je regarde le plus, c'est Les Monstres de l'espace, mais on en a déjà parlé. Je vais dire plutôt des films dont personne n'a parlé jusque-là, qui sont considérés comme mineurs ou pas dans les films de la Hammer, à savoir Plague of the Zombies de Gilling et La femme reptile de Gilling aussi. Donc, finalement, tourné dans les mêmes décors. Tourné dans les mêmes décors. Et en même temps. C'est assez rigolo. C'est une préférence pour Gilling. Voilà, les deux sont Gilling. Donc ces deux-là valent leur pesant de cacahuètes. Avec les mêmes actrices. D'ailleurs, il y a Jacqueline Pierce dans les deux. Donc voilà, dans la série des moins connus, mais qui valent quand même le coup d'être vus, il y a ces deux-là. Les Monstres de l'espace, c'est assez connu quand même. J'espère. Il a regagné là ces dernières années en renommée. En renommée, ouais. Et puis c'est un film auquel d'autres cinéastes ont rendu hommage. Si on prend par exemple Prince of Darkness de Carpenter, il y a un hommage explicite dans le générique parce qu'il signe la musique sous le nom de Quatermass. Au scénario, je crois. Mais quand on regarde ce qui est raconté, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de remake hommage réinventé, mais on retrouve plein d'éléments en commun entre les deux films. Hein. Ce sont des histoires de fin du monde. Il y a une rousse ambivalente Barbara Shelley dans Les Monstres de l'espace, et j'ai oublié le nom de l'actrice de Prince of Darkness. C'est une sorte de pendant de Barbara Shelley dans Les Monstres de l'espace. Et il y a vraiment tout un c'est son Hammer préféré. Et c'est son Hammer préféré, je pense. Il le revendique, Carpenter le revendique, ce qui dit d'être inspiré par la Hammer. Et c'est effectivement tout à fait génial, parce que c'est peut-être le Hammer qui fait le pont vraiment entre tout ce qui relève de la science-fiction chez eux et tout ce qui relève de l'univers gothique, avec cette espèce d'explication extraordinaire, c'est-à-dire que tout ce qui relèverait de la vision du mal, ce serait un souvenir qu'on aurait des Martiens. Et donc, voilà, il a tout raconté. C'est pas grave. C'est un mélange, c'est un film inexplicable. Enfin, moi, on parle souvent, j'arrive pas à savoir pourquoi j'aime ça, quoi. Et c'est juste parfait. C'est un film magnifique. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que c'est des petits détails, mais donc le film se passe en grande partie dans le métro londonien, et il y a des affiches de cinéma dans le métro londonien. Et si vous regardez bien, ce ne sont que des affiches de films Hammer. Mais on les voit en arrière-plan. Et c'est de la maison Hammer, rien ne se jette, tout se récupère. Mais je pense que ça va au-delà du souci d'économie. Même pas. Je pense qu'il y a sans doute quelque chose que Nicolas pourrait peut-être nous expliquer un jour à ce niveau-là. Ça peut être de l'autopromo. Je pense pas, parce que c'est trop subliminal. C'est vraiment il y a une affiche, à un moment on voit une affiche de The Witches, je crois de La Femme Reptile, enfin bon, il y a plusieurs... C'est les films qui faisaient précisément à ce moment-là, meilleurs. Oui. Ouais. Mais c'est trop... c'est vraiment noyé dans le décor, dans le flou. Et toi, Daniel, c'est lequel qui a ta préférence, là On l'a vu avec Isabelle Méli, là. Non, c'est André Méli. Et alors j'ai plusieurs Hammer préférés. Un seul. Alors si je dois en citer un, c'est forcément celui qui n'a pas été cité, qui est
le plus fabuleux d'entre tous et qui a vraiment ouvert la voie, c'est Le Cauchemar de Dracula, qui est un film absolument magnifique à tous les points de vue, qui a une dimension, Nicolas en a parlé tout à l'heure, une dimension érotique, horrifique, jamais vue, et qui a, à mon avis, encore jamais été égalée. C'est-à-dire que le film a été tourné en 1958, on n'a jamais fait mieux depuis. Alors si, la seule chose qu'on a fait mieux, c'est de retrouver au Japon des séquences dites séquences japonaises du film qui avaient été coupées pour l'exploitation en Europe et qui ont été rajoutées dans la copie du Blu-ray anglais restauré par le BFI. Bon, on remarque, parce que la qualité est légèrement inférieure, parce que la copie retrouvée était vraiment pourrie. Mais il y a notamment une scène quand Dracula pénètre dans la chambre de Mina. J'ai eu peur. Donc qui a tout préparé pour sa venue, comme ce que racontait Nicolas tout à l'heure. Dans la séquence que l'on connaissait, que l'on avait vue, donc Christopher Lee pénètre dans la chambre, il se penche, donc il s'approche d'elle, il se penche sur elle, il la mord. Là, dans la copie, dans cet extrait qui a été rajouté, retrouvé dans cette copie japonaise, avant de la mordre, il la couvre de baisers, mais vraiment d'une façon extrêmement voluptueuse. Il l'embrasse sur la bouche, dans le cou. Il y a une dimension érotique. Érotique et amoureuse. Et amoureuse, c'est très violent, à la limite. Et on comprend pourquoi, dans l'Angleterre puritaine de l'époque, cette scène ne pouvait évidemment pas plaire à la censure, et à tel point, je crois que Fisher avait nié l'avoir tourné. Ça c'est la grande histoire des fameux montages japonais. C'est-à-dire que la première mention qui en est faite, c'est dans Midi Minutes Fantastique numéro 1, dans une note de bas de page où il est question de scènes coupées de La Nuit du Loup-Garou, où le marquis de Siniestro regarderait par la lucarne le viol de Yvonne Romain par l'homme chien dans la geôle. Donc plan qu'on n'a effectivement jamais vu, mais c'est la première fois qu'on entend parler de montage japonais. Et puis il y a une interview de Christopher Lee, toujours dans Midi Minutes Fantastique, en 66, où il dit oui, on tourne des scènes pour le Japon, des scènes que même moi j'ai du mal à regarder, la langue coupée dans la malédiction des pharaons, des choses très très sanglantes, même Fisher détourner des yeux sur le banc de montage, etc. C'était fait pour le Japon alors. C'est ce qu'il disait. Et puis quand on a interrogé Terence Fisher là-dessus, il a toujours nié. Non, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de montage alternatif. Moi, je faisais les montages tels que j'estimais qu'ils devaient être faits. Après, peut-être que les censures coupées ou pas, mais on n'a jamais fait de scènes additionnelles, etc. Et puis, un jour, il y a eu cette histoire de scène de viol dans Le Retour de Frankenstein, où c'est Jean-Pierre Luxeux qui m'a raconté ça, qu'il avait interviewé à ce sujet à CJS en 75, et qu'il pose la question de cette scène de viol dans Le Retour de Frankenstein, et Fisher lui dit « Mais non, je n'ai jamais tourné ça n'existe pas ». Puis Jean-Pierre lui dit « Mais si, bien sûr, moi, je l'ai vu ». Je dis « Ah non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas l'avoir vu, ça n'existe pas, je l'ai jamais tourné ». Je l'ai vu, c'est dans toutes les copies françaises, c'était distribué en France. Puis Fisher qui se décompose, les salauds, il m'avait dit que c'était pour le Japon. Donc voilà, il y avait cette idée-là que peut-être il s'était quand même bien passé quelque chose. Et puis les années ont passé, personne ne retrouvait rien du tout de ces fameux montages japonais, à tel point qu'on a fini par se dire, en fin de compte, non, c'est qu'un mythe, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Et c'est en 2000, je sais plus, 2010, 2011, 2012, dans ces années, dans ces eaux-là, qu'effectivement, c'est assez récent. 2012, je dirais que c'est à ce moment-là qu'on a retrouvé cette fameuse copie japonaise, une copie incomplète. Il y avait juste en fait, je crois, les dernières bobines du film. Donc, il manque toujours en fait, parce que tu parlais de cette scène, mais il y a aussi la décomposition finale. Ouais. Il y a aussi un plan de la décomposition finale, et il n'est pas exclu qu'il y ait des plans d'une décomposition de Jonathan Harker. Parce qu'il y a des photos. Oui, les photos existent absolument.
Et donc voilà, ça a été retrouvé récemment et ça a confirmé cette histoire de montage japonais. Alors du coup, ça ouvre plein d'autres questions parce que on parlait de Frankenstein créé à la femme, mais pendant des années, tout le monde s'est posé la question. Il y avait toutes ces photos de Peter Cushing avec Suzanne Denberg, photos d'une opération très érotique voilà, Suzanne Denberg devient Suzanne Denberg, en gros. Et c'est vrai que dans le film, c'est le passage qui... C'est le grand absent du film, c'est-à-dire que dans tous les Frankenstein de la Hammer, la scène d'opération, c'est un des moments de bravoure obligé de cette série-là. Et bizarrement, dans ce film-là, il n'y a pas cette séquence. Donc on peut se poser la question. Et récemment, il y a quelques années, j'étais tombé sur une vidéo je crois que c'était peut-être le BFI, enfin je sais plus, c'était une vidéo sur un site anglais, où on voyait des moments de tournage de Frankenstein créé à la femme. Et on voyait très clairement Fisher en train de diriger Suzanne Denberg dans le même décor précis que toutes ces photos. Donc on peut se demander si ces scènes n'ont quand même pas été tournées. Et si elles l'ont été, est-ce qu'elles ont intégré à un moment donné un montage japonais ou autre voilà. Le mystère reste entier, quoi. Très bien. Jean-Paul, toi moi, mes deux préférés, j'en ai deux. Non, parce qu'en fait, moi j'ai une bonne raison, parce qu'en fait, ils sont avec la même actrice, Ingrid Pitt. Donc c'est Vampires Lovers, qui a été tourné en 70 par Roy Howard Baker. Et après en 71, Comtesse Dracula. Et là, c'est Ingrid Pitt qui est magnifique. On parlait des Hammer Girls. Mais Ingrid Pitt avait cette particularité, donc son nom était magnifique, mais elle était très bonne actrice. Ce qui n'était pas le cas de certaines Hammer Girls. Elles ne sont pas toutes utilisées de la même manière. Elle apporte carrément le film sur ses épaules. Elle devient c'est plus qu'une Hammer Girl, c'est-à-dire qu'elle remplace Peter Cushing ou Christopher Lee dans le rôle c'est tout à fait ça, de l'héroïne, quoi. Voilà. C'est une version féminine de Peter Cushing. Bien qu'il y ait Peter Cushing dans Vampire Lovers. D'ailleurs, oui, mais il par son compte, il cautionne cette transmission de flambeau quelque part. Donc là, on la voit dans toute sa splendeur. Pour les amateurs. Oui, quand tu notes au flambeau. Donc c'est Nicolas, tu peux nous parler donc de l'origine, donc qu'est-ce qui t'a donné l'idée déjà de t'aventurer dans cette... Dans la réédition de Midi Minuit Fantastique, eh bien tout est né un soir d'exposition Hammer. Voilà, j'avais fait une exposition Hammer de photos, d'affiches, dans une bibliothèque du 20e arrondissement, bibliothèque Marguerite Duras, juste en face de la Flèche d'Or, rue de Bagnolet, et le soir du vernissage, Michel Caen, que j'avais interviewé pour mon premier bouquin Dans les griffes de la Hammer, qui est l'un des créateurs de Midi Minuit, qui est le fondateur, voilà, c'est lui qui a eu l'idée de cette revue, qui était le rédacteur en chef avec Jean-Claude Romer, mais c'est lui qui a eu l'idée initialement de la revue. Alors qu'il ne sortait plus de chez lui depuis plus de 20 ans, c'est une légende de la cinéphilie, c'était une légende de la cinéphilie, mais c'est vrai que ça faisait des années que plus personne ne le voyait. Et ce soir-là, il me fait le plaisir de venir. Alors j'étais très flatté, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et puis on avait été frappé par le fait que ce soir-là, parmi les gens qui étaient dans ce vernissage, en fait la moyenne d'âge était plutôt 25 ans, pour des films qui dataient de années 50, 60. Et la chose qui nous a vraiment frappé tous les deux, c'est que moi j'avais fait faire des agrandissements de couverture de Midi Minuit, des beaux tirages qu'on avait mis sous verre. Et la chose qui frappait le plus ces jeunes visiteurs, qui visiblement les interloquaient plus et les fascinaient le plus, c'était les couvertures de Midi Minuit. Et tout d'un coup, j'ai eu un petit peu la démonstration grandeur nature de ce que Jean Boulet, dans le numéro 1 de Midi Minuit, appelait la permanence des mythes. Pour lui, la permanence des mythes, c'était même si la Universal, à un moment donné, s'était écroulée, même si Dracula, Frankenstein, tout ça était un peu tombé dans l'oubli, tout avait pu renaître de ses cendres avec la Hammer, et finalement, les mythes sont éternels, ils se reformulent toujours. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que, effectivement, Dracula, Frankenstein, ça parle toujours, voilà, ça, c'est une chose, mais en fin de compte, Midi Minuit, c'était aussi un mythe en tant que tel, et même si ces jeunes gens n'avaient jamais entendu parler de cette revue, il y avait une part du mythe qui était là, qui était en train de les attraper. Et je me souviens d'avoir dit du tac au tac à Michel Caen, on devra peut-être faire quelque chose autour de Midi Minuit. Pourquoi pas une réédition, pourquoi pas une intégrale, pourquoi pas imaginer un truc un peu fou avec des DVD en plus, avec des articles qu'on retrouverait, qu'on écrirait, enfin, non seulement rééditer la revue, la restaurer, mais faire tout le travail patrimonial qu'on puisse faire autour. Voilà, vraiment, donc plus que la revue, vraiment l'espèce d'édition définitive de la chose. Et à mon grand étonnement, il m'a dit, on déjeune la semaine prochaine et on en parle. Ah ouais. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de discussion.
Et donc on a lancé le projet ensemble, j'ai contacté quelques éditeurs. Rouge Profond très rapidement m'a dit projet passionnant, faut vite qu'on en parle. Je me souviens d'avoir eu Guy Astic au téléphone pendant 1 heure peut-être, 3-4 jours après le mail que je lui avais envoyé. On s'est retrouvés à Paris, on a déjeuné ensemble avec Michel et 15 jours après on avait les contrats d'édition. Voilà comment ça s'est lancé quoi. Alors tout ça c'était en 2012, on est en 2017, j'en suis à la mi-parcours, donc vous voyez ça fait un certain temps que je bosse dessus, mais en gros pour chaque volume l'idée c'est pas du tout un reprint de la revue telle qu'elle était, mais c'est vraiment une restauration, c'est-à-dire qu'avec Daniel qui m'aide de manière inestimable sur l'aspect iconographique du bouquin. On essaie de retrouver toutes les photos qui avaient été publiées à l'époque. On les restaure. Parce qu'à l'époque, elles étaient en couleur déjà ou pas du tout? Non, tout était imprimé en noir et blanc, mais on ne voulait pas repartir de ce qu'il y a de la revue. Voilà. L'idée c'était vraiment de retrouver les tirages photos pour pouvoir faire vraiment l'édition la plus belle possible. De la même manière, le texte, on le ressaisit en intégralité, on réhomogénise les choses, les titres en anglais, les titres en français, les machins, pour que ce soit pour transformer une revue en livre, tout simplement, quoi, voilà. Et surtout pour pouvoir réagencer la maquette, tout en étant fidèle à ce qu'elle était, dans un nouveau format qui va unifier, parce qu'il y a eu 2 formats de la revue, un petit format pour les premiers numéros, un grand format pour la deuxième partie, et donc de tout unifier en un seul format. Et tout en récupérant d'ailleurs les éléments graphiques de la revue d'époque qu'on restaure, hein. Par exemple les couvertures, les titres, les pavés de presse. Là on est reparti de la revue et on restaure tout. Et en gros, moi mon boulot consiste à fournir à mon éditeur tout midi minuit en pièces détachées et on essaie d'insuffler un espèce d'électrochoc frankensteinien pour redonner vie à la bête. Et voilà, c'est un peu ça c'est ça l'idée quoi. Le résultat, c'est vraiment Et là où je vais failloter un peu, c'est que je trouve le résultat totalement admirable. C'est-à-dire ma participation mineure n'ayant absolument rien à voir là-dedans. Quand j'ai vu quand Nicolas m'a amené le premier volume, j'étais totalement scotché. J'ai trouvé ça, je m'attendais absolument pas à un résultat aussi fabuleux. Et là où c'est admirable, c'est que je crois que c'est toi, Nicolas, qui saisit tous les textes. Oui. Je fournis les éléments pièces détachées. Donc c'est Nicolas qui fait tout de A à Z. J'ai des aides, hein. Il y a Erwan qui sur les DVD qui me fournit aussi beaucoup d'aides sur parfois des restaurations de photos où quand j'en ai 15 ou 20 à faire, qu'il faut vite les envoyer, je lui dis tiens, tu peux pas m'aider sur celle-là et celle-là. Voilà. Mais c'est quand même absolument extraordinaire. Et je comprends que Barbara Steele, par exemple, ait été absolument emballée quand tu lui as présenté Barbara Steele qui a fait la préface du volume 2. C'est ça. D'ailleurs, tu as pu la rencontrer à l'occasion. Eh oui. Il y a toute une histoire entre Midi Minuit et Barbara Steele. Ce qu'il faut savoir, j'ai quand même convaincu Michel Caen de se relancer dans cette aventure en lui disant que s'il acceptait, je retrouverai la trace de Barbara Steele. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Michel Caen a créé cette revue pour trouver un prétexte pour pouvoir la rencontrer. Ce qu'il a réussi à faire, parce que dans le numéro, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans le numéro 12, il y a une interview de Barbara Steele, donc il a quand même fait 12 numéros pour avoir enfin l'occasion de la rencontrer. Ça a fini par se faire. Qu'il avait moins de 20 ans quand il a créé le... Oui, dans l'histoire de la presse, c'est le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs. La majorité c'était 21 ans à l'époque. Et donc il y a eu une histoire avec Barbara Steele, il le racontait très bien, mais il y a eu une histoire à l'époque. On peut le dire, ils ont été amants et c'est apparemment pas que passager. Voilà, c'est pas le coup d'un soir. Non, c'était pas une légende parce que pour tout vous dire, le jour où j'ai retrouvé la trace de Barbara Steele, j'ai écrit un mail de la part de Michel Caen parce que lui-même n'avait pas internet et puis il n'était pas du tout de cette génération-là, il connaissait pas. Comme Daniel. Donc j'ai écrit un mail de sa part, je lui avais créé une adresse michelcaen@midiminuitfantastique.com, etc. Et donc on lui envoie un mail, elle habite à Beverly Hills, mais je dirais 3-4 heures après l'avoir envoyé,
Elle a appelé Michel, chez lui à Paris, de Los Angeles, alors qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis 40 ans. Voilà. Et donc ça c'était au moment du volume 1, je lui ai envoyé le volume 1, j'ai eu moi aussi des échanges avec elle, et puis un beau jour, je suis chez moi à Paris, sur les coups de 20h, le téléphone sonne, un numéro que je ne connais pas, une voix féminine en anglais, et je reconnais cette voix avant même qu'elle ne dise réellement quelque chose, puis je finis par entendre « Hello, Barbara still speaking, I just arrived from LA. » Et donc on s'est retrouvés à boire un verre pendant 2 heures le lendemain. Juste un verre Pendant 2 heures. Quelques verres. Ok, c'est une belle histoire. Voilà. Alors le volume 3 se prépare. Ouais, on est en train d'essayer de le finir pour une sortie au printemps prochain. D'accord. Donc selon le même principe, là ça ira du numéro 12 au numéro 17. Il y aura toujours ce chapitre central totalement inédit qu'on a intitulé L'entracte du midi-minuit, avec toujours une rubrique érotique. Dans le volume 1 c'était Marie Devreux, donc Starlet des maîtresses de Dracula. Dans le volume 2 c'était Sylvie Bréal. Dans le numéro 3 ce sera Rita Renoir. Voilà. Un entretien inédit à chaque fois dans une rubrique qu'on appelle l'invité de l'entracte. Donc après Fellini et Mario Bava, là ce sera Roger Corman avec qui j'avais fait une longue interview carrière. Oui, il y a quelques années on avait pu vraiment évoquer tout le cycle Poe, les débuts, The Intruder, des interviews inédites. Oui, c'est ça, bien sûr, inédite. Ouais. Et puis là, pour Corman, il y avait une autre interview de Roger Corman dans Midi Minuit, mais j'ai veillé à ce que ça se recoupe pas, que ce soit vraiment quelque chose de différent. Dans la première interview, c'était sur le tournage du Masque de la Mort Rouge, donc il parlait vraiment spécifiquement de ce film-là, et donc là on n'est plus sur une interview vraiment dans l'ensemble de sa carrière. D'ailleurs, c'est pas fait à la même époque, c'est fait, je l'avais interviewé en 2009, voilà. Et puis, donc différentes choses comme ça. Il y aura, oui, une nouvelle rubrique là dédiée au dessin ce coup-ci, et dans ce volume 3, on va avoir l'intégralité du Dracula fait par Druillet en 1969, qu'il avait réalisé pour l'édition Opta. Qui est introuvable aujourd'hui. Alors, ça, là je parle du dessin, vraiment ce qu'il a dessiné. Et là on est vraiment très très heureux de ça, il nous a fait vraiment une énorme faveur en nous autorisant à publier ça, parce que ce sont des illustrations mythiques de l'édition la plus prestigieuse du roman de Bram Stoker. Et moi, vous voyez, c'est introuvable, ou alors à des prix absolument exorbitants, et il y a à peu près 12 dessins, donc ça va faire on va mettre ça sur 14 pages à peu près, voilà. Et je tenais à ce que ce soit dedans, parce que dans le volume 2, toujours dans cette entrée du Midi Minuit, j'avais fait un long article sur un film mythique, inachevé, perdu, qui était le Dracula en ombre chinoise de Jean Boulet, film sur lequel Philippe Druillet avait appris littéralement à dessiner, c'est son acte de naissance artistique. C'est un film sur lequel Kenneth Sanger est passé, enfin il était ami avec, à ce moment-là, avec Jean Boulet. Enfin c'est une histoire complètement folle, Jean Boulet est devenu fou pendant le tournage, il s'est fait refaire le visage avec des opérations chirurgicales, etc. Enfin c'est le moment où il passe de l'autre côté du miroir, et c'est une production complètement folle, c'est une histoire en tant que telle, quoi. Et on est très très heureux de pouvoir dire que dans ce volume 3, dans le DVD, pour la toute première fois dans l'histoire mondiale du cinéma, vous allez pouvoir découvrir 10 minutes du Dracula en ombre chinoise de Jean Boulet, auquel a participé Philippe Druillet. On a retrouvé des rushs, donc on a pu faire pour la première fois un montage du début du film qui correspond grosso modo à la première partie du roman. C'est Jonathan Harker au château du comte de Dracula, et c'est de toute beauté. C'est absolument sublime. On imagine ce qu'aurait pu donner le film achevé. C'était prévu pour être un long métrage. Et surtout, voilà. Enfin, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé aussi dans ce projet. C'était pas simplement pour éditer une revue extrêmement importante, une revue manifeste qui a vraiment changé le cours de l'histoire de la cinéphilie et même de l'histoire de la culture dans les années 60. Mais c'était aussi pour pouvoir jouer un petit peu les archéologues et retrouver des choses totalement disparues ou
dont on pensait qu'on ne pourrait jamais les retrouver. Dans le volume 2, j'avais mis un point d'honneur à ressortir un film qui s'appelle Fantasmagorie avec Edith Scobb dans le rôle d'une femme vampire, réalisé par Patrice Molinard, qui était le beau-frère de Georges Franju. Et c'est pareil, c'est un film de toute beauté. Le film de vampire français qu'on avait toujours rêvé ou fantasmé, il en existait un, et c'est bel et bien celui-là. Donc là, pour le volume 3, ce sera le Dracula en ombre chinoise. Déjà la couverture. La couverture, oui, on l'a publié récemment sur Facebook. Ce sera Raquel Welch tiré d'une photo publicitaire liée à 1 million d'années avant Jésus-Christ, donc film préhistorique de la Hammer en 1966, une Raquel Welch crucifiée du plus bel effet, voilà, en peau de bête. Encore plus belle d'ailleurs. Une photo qui est restée 30 ans dans les tiroirs. Oui, ils avaient fait ce shooting photo, puis après avoir développé les photos, ils se sont dit, putain, c'est peut-être pas une bonne idée de les exploiter, on risque d'avoir des problèmes. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit sujet sur l'un des derniers vidéoclubs de Paris, Renaud. Voilà, c'est un sujet qu'on a été tourné tous les deux avec Antoine. Et en fait, on a été voir effectivement un des 3 derniers vidéoclubs de Paris, un endroit qui sent bon l'amour du cinéma. Et voilà, vous allez voir ça tout de suite. Je vais peut-être aller servir les clients. J'arrive. Bonjour. Ah bah oui, il y a du monde d'un seul coup, oui. Deuxième vidéo, bonjour. Il a ouvert en 1982. Bon, à l'époque, c'était pas ici, c'était dans un autre quartier de Paris. C'était un des tout premiers vidéoclubs. Et du coup, on sera forcément un des derniers. Donc voilà, on a traversé un peu toutes les époques avec le même succès. Bon, on est toujours ouvert, quoi. Un peu un survivant. Ouais, c'est que très tôt, la boutique s'est spécialisée dans la version originale sous-titrée, ce que ne faisaient pas les autres vidéoclubs. Donc du coup, on a été un peu à part, et on propose énormément de films qui ne sont pas forcément sur le marché ou qui sont très peu distribués. Des tout petits films, ça va du petit film d'horreur au tout petit film d'auteur que personne ne va voir. On a vraiment des films introuvables, des petites perles. Enfin, voilà. Nous, notre principale qualité, c'est qu'on propose vraiment de tout, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres vidéoclubs ou des vidéos futures qui proposaient uniquement les gros blockbusters, les grosses nouveautés. C'est beaucoup de clientèle de quartier, notamment. On a des fidèles, on a des jeunes des fois qui viennent et nous disent je venais ici quand j'étais petit, je vois des films. On a des gens qui ont fait toute leur culture cinématographique ici quand ils étaient petits. On a beaucoup de parents qui amènent les enfants, qui amènent les enfants voir des films, des dessins animés, tout ça. Donc c'est des choses qui se transmettent, et c'est aussi des habitudes en fait, des clients qui sont là depuis 20 ans, depuis que la boutique est ouverte, qui par habitude vont continuer à venir jusqu'ici. C'est vrai qu'ici c'est un peu axé film d'auteur, mais ce qui n'empêche pas que les derniers blockbusters on les reçoit aussi, et ça marche aussi. Après on a tellement de choses que du coup il n'y a pas forcément un genre de film qui marche plus qu'un autre. C'est chacun vient choisir ce qu'il veut, cinéma espagnol ou du Scorsese, voilà. En fait, déjà tout ce qui sort au cinéma on y reçoit, mais tout ce qui sort directement en DVD on reçoit aussi. Donc on a vraiment toutes les nouveautés, 2 petites secondes. Deuxième vidéo, bonjour. Alors je peux jeter un petit coup d'œil. Non, attends, pas de souci. Tout ce qu'on a en location, on peut le vendre aussi. Après, c'est des prix très variables. En fait, quand on vend un film qu'on a en location, nous, on doit le racheter derrière pour le remettre en location. Donc, voilà, ce qui inclut aussi les droits locatifs, les frais de port et tout ça. Mais oui, tout ce qu'il y a dans la boutique est à vendre. Et heureusement, parce que c'est quand même une certaine part du chiffre, c'est ce qui permet de compléter certains jours. On a tout ce qui est en vitrine, c'est du neuf, tout le reste c'est de l'occasion. Mais comme on a une machine à réparer les DVD, même les DVD qui sont un petit peu usés, on les passe là-dedans et ça ressort comme neuf. Ouais, ça enlève les rayures, ça enlève les traces de doigts, les poussières. Ça c'est indispensable dans un vidéoclub parce que sinon on devrait racheter un même film 15 fois.
Ouais, bah je vais vous faire une petite visite guidée après, si vous voulez. Ici, vous avez les nouveautés. Bon, bah, tout ce qui sort au cinéma ou qui sort directement en DVD, ça atterrit là. On reçoit là. Ça va du gros blockbuster, super connu, popcorn, tout ça, aux tout petits films d'auteur qui parfois sont même pas sortis en salle, ou alors dans une seule salle. En tout cas, on reçoit tout. Tout ça là, c'est le rayon documentaire, plus ou moins classé par thématique, hein, sciences, nature, art, tout ça. Et classé un peu par réalisateur pour les plus connus. On a les rayons Depardieu, Michael Moore, Nicolas Philibert, voilà, Frédéric Wiseman. Bref, on a du choix en documentaire. Ça aussi, c'est ce qui fait de notre particularité, c'est que bah, les autres vidéoclubs n'ont jamais eu ça, n'ont jamais eu un rayon documentaire comme ça. On a un petit rayon film catastrophe, rayon aventure. Là, c'est la science-fiction, fantastique. En bas, c'est les films d'action. On a un petit rayon Stallone, un rayon Statham, Van Damme, Chuck Norris, tout ce que j'aime. Le rayon Seagal qu'on a mis là-haut parce que personne n'en veut. Rayon Dolph Lundgren aussi. Voilà. On a tout un rayon Blu-ray aussi. Enfin, plusieurs rayons. Tout ça, c'est Blu-ray. Tout ça et tout ça, c'est du Blu-ray, classé par ordre alphabétique. Et le Blu-ray, ça se loue bien. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça se loue pas mal. Enfin, ça marche bien maintenant. Les gens louent du Blu-ray régulièrement, normalement. Même si c'est pas non plus indispensable. Mais... Tout ça, de là jusqu'à là-bas, c'est le cinéma anglo-saxon, plutôt contemporain. Classé par réalisateur. Et les réalisateurs sont classés par ordre alphabétique. C'est là où vous trouvez les Spielberg, les Scorsese, Robert Rodriguez, Michael Ritchie, voilà, on a vraiment Paul Schrader, Herbert Schroeder, tout ça. Voilà, on met quelques films en avant, des films qu'on a reçus il n'y a pas longtemps, qu'on a recommandés. L'ascenseur, on l'avait plus, on l'a recommandé. The Thing, on l'avait plus, et ça se loue tout le temps, donc il faut qu'on l'ait en permanence. Un film très rare aussi de Nicolas Roeg. Voilà, ensuite, tout ça c'est film d'horreur, film fantastique, film d'horreur. Donc en haut c'est classé par réalisateur aussi. On trouve les Argento, Stewart Gordon, Toby Hooper, Larry Cohen, voilà. Et ensuite c'est classé par ordre alphabétique. Donc tout ça, film d'horreur, Halloween. Enfin voilà, là aussi il y a pas mal de choix. Et on a même des trucs comme ça. Donc... On a même un rayon found footage. Voilà, pour voir des chefs-d'œuvre comme ça, qui est pas si mal d'ailleurs. Puis là, on a un petit rayon horreur à la française, quand même, pour faire un peu de pub aux confrères. Voilà, les Frontières, Livide, Maléfique, La Meute, Mutant, etc. Là, il y a un petit côté cinéma belge, canadien, belge, donc du coup, on classe les Jean-Marc Vallée, les Xavier Dolan, Jaco Van Dormel, Denis Arcand et tout ça. Là on a le rayon thriller polar à la française. Tout ça. Il y a des trucs connus et il y a des trucs moins connus. Là c'est les drames. Bon, là on entre. Là de l'autre côté on entre plutôt dans le cinéma français. Donc par ici. Là tout ça c'est les comédies françaises. Bon, ça se voit parce que c'est coloré et tout. Et il y a 90% de films pas bons. Donc voilà, tout ça c'est les comédies américaines. Donc pareil, hein, il y a un peu de tout. Là on met les... Il y a un rayon films musicaux, films de danse, biopic, musical, tout ça. On met là. On a les rayons aussi acteurs comiques, Adam Sandler, Jim Carrey, ça commence en bas. Ben Stiller, Mike Myers, etc. Là on met tous les drames anglo-saxons, films de costumes, mélodrames, tout ça. Voilà, on a aussi un rayon comédie anglaise. C'est très demandé, ça marche bien ça aussi, les comédies anglaises. Tout ça, c'est le cinéma français classé par réalisateur. Et les réalisateurs sont classés par ordre alphabétique, donc comme pour le cinéma anglo-saxon derrière, mais pour le cinéma français. Ceux-là, on va trouver les Chabrol, Truffaut, Godard et compagnie. Donc très complet aussi, hein, y a du choix. Ensuite là c'est le cinéma, c'est le vieil Hollywood là, c'est là où on va trouver les grands classiques, les John Ford, Hitchcock, Fritz Lang, voilà tout ça c'est un peu mon rayon préféré tout ça. Donc j'essaie d'en prendre bien soin. Victor Fleming, voilà. Voilà, ensuite là il y a les films anciens mais qui ne sont pas répertoriés dans les réalisateurs. On a quand même les Chaplin, les Buster Keaton, collection RKO.
Voilà, il y a beaucoup de choses diverses et variées. Là, en bas, il y a les vieux films de guerre, on a les westerns. Alors là, on a les films classés par pays. Donc tout ça, c'est cinéma italien. Donc d'abord classé par ordre alphabétique, ensuite par réalisateur. C'est là où on trouve les Fellini, De Sica, Pasolini, Elio Petri, Dino Risi, tout ça. On a pas mal de choix là aussi en italien. Ça enchaîne directement sur le cinéma latino, Portugal, espagnol, brésilien et tout ça. Donc pareil, en bas, il y a Alex de la Iglesia, Alfonso Cuarón, on le met là ici, Luis Buñuel, Amenábar, Almodóvar. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi ici. On n'a tellement pas de place que la collection espagnole, on la met là, et la collection italienne, on la met là. Ouais, ça commence à déborder, on en a partout. Là, on enchaîne sur cinéma israélien, cinéma moyen et Proche-Orient, cinéma allemand, il y a le cinéma africain, Maghreb, donc allemand, Europe de l'Est, Russie, pays nordiques. En bas, il y a les Bergman, et compagnie, Kaurismäki. Et tout ça, c'est cinéma asiatique. Donc, dans le cinéma asiatique, il y a cinéma chinois, cinéma coréen, cinéma japonais. En bas, on a thaïlandais, on a le cinéma indien qui est là. Donc voilà, tous les Kitano, Kitamura, Kurosawa et compagnie, tout est là. Et le cinéma bollywoodien qui est ici. Cinéma indien, thaïlandais, mongolien, tout est là aussi. Voilà, et puis on a les dessins animés. Tout ça, c'est dessins animés. Bon, on a aussi cinéma pornographique, mais maintenant on les met dans... Ouais. Parce que maintenant, en fait, on les met, je vais pas vous montrer parce qu'il ne faudra pas le... Avant, évidemment, il y avait un grand rayon avec le rideau rouge et tout, à l'ancienne, mais bon, maintenant, il n'y a plus assez de clientèle pour ça et ça prend de la place. Du coup, on met tout dans des catalogues. Du coup, le client consulte les catalogues, il nous dit je voudrais celui-là, et nous on va chercher si on l'a en stock. Puis ça évite de choquer les plus jeunes en mettant en avant. Maintenant on a quoi? On a un client par semaine en client porno. Ouais, c'est pas. Oui, c'est ça, c'est les habitués, hein. C'est vrai en plus. Maintenant on remarque pas forcément. Hier j'ai un client qui m'en a acheté 10 d'un coup. Je l'avais jamais vu. Bon voilà, de temps en temps, ça marche. On pourrait croire qu'il y a moins de clientèle à cause du téléchargement, mais en fait pas forcément, parce que dans notre clientèle, il y a beaucoup de gens déjà qui travaillent dans le cinéma. On a des réalisateurs, des acteurs, des techniciens, des producteurs, et du coup par principe ils vont pas télécharger parce que ils bossent dans le cinéma, donc voilà, ils vont pas télécharger. On a aussi des personnes âgées qui savent pas télécharger, donc qui viennent louer des films ici. Il faut dire aussi qu'on propose énormément de films qu'on ne peut pas trouver sur internet. Alors évidemment, il y a Netflix qui propose des films que nous on n'aura pas forcément, mais nous on propose aussi des films qu'eux n'auront pas. C'est assez complémentaire en fin de compte. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de clients qui téléchargent, mais qui continuent à venir au vidéoclub pour rechercher ce qu'ils ne trouvent pas sur internet du coup. Yippee-ki-yay, motherfucker. Mon film de chevet, ça tourne. C'est Piège de cristal, voilà. Ça a toujours été Piège de cristal et ça sera toujours jusqu'à ma mort. Je l'ai vu 50 fois, je connais les noms des terroristes, les noms des acteurs qui jouent les terroristes, je connais les filmographies des acteurs qui jouent les terroristes. C'est le film que j'ai vu le plus de fois et que je peux revoir chaque année sans me lasser. Et donc, ça me fait toujours plaisir que quand je conseille ici à quelqu'un qui n'a pas vu Piège de cristal, donc je me dis ouais, je fais un heureux là. Voilà. Quelques mois. Quelques mois seulement. Ça fait environ 3 ans, donc je sais pas si on peut dire que ça fait longtemps. C'est assez récent finalement. 98, ouais, 1998, ça va faire bientôt 20 ans. L'année prochaine, 20 ans. Et vous êtes toujours fidèle au poste? Alors fidèle au poste, un tout petit peu moins fidèle ces derniers mois, parce que bon, y a de la concurrence sur la télé, mais on revient parce que c'est, y a une ambiance, on discute avec, on connaît ceux qui travaillent là. Forcément, au bout de tant d'années, on les connaît. Et puis, on peut échanger, on peut discuter sur les films. Donc, c'est vraiment le plus du club vidéo, c'est justement de pouvoir conseiller.
Je trouve des films introuvables. Ah, d'accord. Ils ont tout. Et puis le fait qu'au niveau des nouveautés, on ait la possibilité de trouver des choses qu'on ne trouve pas forcément sur Internet, faut être honnête. Et puis quand on n'a pas forcément le temps d'aller au cinéma par exemple, on peut les retrouver quelques semaines après ici dans le rayon nouveautés. Alors moi, ils me connaissent depuis 19 ans. Moi, il faut que ce soit un film très long. Quand ça fait 2 heures, 3 heures, c'est très très bien. Et j'aime tout ce qui est historique, Moyen-Âge. Sinon, les choses classiques, hein, l'action, le fantastique, enfin bon, je suis assez éclectique dans mes goûts, mais ce que je préfère, c'est Moyen-Âge et historique. Je suis une passionnée de cinéma argentin et il y en a beaucoup que je ne trouve pas. Même je ne peux pas les acheter parce qu'on ne les trouve pas sur Amazon ou sur quoi que ce soit, mais ici, ils les ont. Puis ceux-là même en streaming, je ne les trouve pas, donc voilà. Je regarde beaucoup sur ma télé, tous ces films introuvables. Je suis plutôt thriller ou film dramatique, ou voir les deux. Si ça peut être un thriller dramatique, c'est parfait. Maintenant, je suis ouvert à tout et je peux aimer aussi un bon film comique pour pouvoir ouvrir un bon coup, mais ça c'est rare en fait, les bons films comiques. Qui se dégage parmi les autres, là, ce sera un film argentin, certainement. Ce sera Truman, qui est un film que personne ne connaît, qui est une merveille. Ou Citoyen d'honneur, qui est sorti récemment, il y a 3-4 mois, un autre film argentin. Ils ont un cinéma extraordinaire qui est assez méconnu en France. Le nom de la rose. Ça, le nom de la rose, c'est ça marie à la fois un thriller, parce qu'il y a un assassinat, ça marie le Moyen-Âge et c'est extrêmement bien tourné. Les acteurs sont absolument sublimes. Et puis l'ambiance, la photographie du film, le scénario, enfin tout est magnifique. Pour moi, c'est vraiment le film, quoi. Alors, j'ai pas forcément de film de chevet dans le sens où je pars du principe que même un bon film, c'est comme un bon gâteau. Faut pas faire overdose. Maintenant, si j'ai un film que j'aurais à conseiller, c'est le film Hit avec De Niro et Al Pacino. Parce que j'ai le sentiment que ce film-là a marqué sa génération par rapport au fait que De Niro et Al Pacino étaient au sommet de leur carrière. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris une ride. Donc c'est le film que je pourrais revoir dans 5 ans, dans 10 ans. Et je le conseille à tout le monde et à toutes les générations en fait. Christian, tu vas nous parler d'un Lucio Fulci. Un Lucio Fulci, absolument. Alors, réalisé par Umberto Lenzi. Vient de sortir Devil's Honey, le miel du diable, qui s'est appelé aussi Plaisir pervers en France. Et aux États-Unis, ça s'est aussi appelé Dangerous Obsession. Alors c'est un peu l'année Fulci au niveau des fans, puisqu'on a eu la longue nuit de l'exorcisme il y a quelques mois en Blu-ray. Il y a un bouquin qui sort absolument splendide, qui ressort, un bouquin anglais. Et puis nos amis d'Artus ont annoncé récemment la sortie de L'Enfer des zombies, je crois pour début 2018 il me semble. Voilà. Et il y a même eu un dossier spécial dans les cahiers du cinéma. Ah oui, absolument. Fait par qui? Fait par Vincent Maloza et Stéphane Huménildo, qui sont des grands amateurs de Lucio Fulci depuis toujours en fait. Je pensais que c'était toi. Eh non. Puisque Nicolas travaille également pour les cahiers du cinéma. Et pas que d'ailleurs. Et pas que. Donc le film 1986, ça c'est un peu le dernier grand Fulci, c'est après Murder Rock et avant Enigma. Donc après, il était malade avant ce film, donc quand il a été guéri d'une hépatite, je crois qu'il a pu refaire ce film. Il a mis beaucoup de passion. Alors contrairement à ce qu'il avait fait avant, c'est un film érotique, très érotique, avec du bondage, du sadomaso, un peu de gore, de violence, tout ce qu'on aime. Hein. Il y a un côté un petit peu film mirage avec une image un petit peu léchée, érotique, et puis des moments un peu de transcendance gore avec notre ami Fulci. Alors, le film, au départ, moi, ce qui m'avait attiré, c'est Corinne Cléry. Corinne Cléry, c'est Histoire d'eau. Hein, donc là, c'est 11 ans après Histoire d'eau. Alors, elle a de Borest, encore. 11 ans. Apparemment, elle était complètement camée pendant le film. Elle n'a aucun souvenir de... Bien qu'elle soit interviewée, elle était vraiment, apparemment,
fatiguée, on va dire, pendant le tournage. Aussi, dans Moonraker. Elle était dans Moonraker, absolument, et aussi dans la prod de l'Autostop, parce qu'elle a une carrière en Italie. Elle a épousé un producteur italien de mémoire. Hein. Ouais, et, c'est mieux que le producteur américain. Alors, absolument. Donc, alors, c'est pas la star du film. La star du film, c'est Blanca Marsillac. Et alors, je pense que ceux qui ont vu Le miel du diable se rappellent de Blanca Marsillac. Bueno. C'est juste. Alors, on imagine une femme-enfant perverse. Qui n'a pas forcément beaucoup de talent, elle était une chieuse totale sur le film apparemment, sur le tournage, mais elle a une beauté absolument incroyable. Elle est, voilà, l'histoire en 2 mots, c'est qu'elle est amoureuse d'un saxophoniste. Il y a une scène d'ouverture où elle a une relation intime avec le saxophone de son compagnon. Son compagnon a un accident. On va dire ça comme ça donne envie. Hein. Je viens de percuter. Voilà. Ah, c'est tout en vibration. Donc son compagnon a un accident grave, il se cogne la tête. Ils vont vite voir un neurochirurgien, Brett Astley, l'acteur, Ouais, c'est ça. ça. Et donc lui, il vient de se faire plaquer par Corinne Cléry, donc il a la tête ailleurs, sans jeu de mots. Et puis il loupe l'opération, le mec meurt, donc la belle Blanca Marsillac décide de se venger, kidnappe le mec, et elle entame une relation assez sadomasochiste avec lui. Un coup elle essaye de l'assassiner, un coup elle le sauve, enfin bon, elle joue avec lui comme un chat avec une souris. C'est très pervers, il y a un côté un peu sadien dans l'histoire. Donc c'est assez sympa. Il y avait un D'Amato de la même époque qu'on voit plus du tout et qui n'est pas ressorti dernièrement, à part en Italie en DVD, c'est Emmanuel et Françoise. Ah oui, absolument. Une thématique similaire à celui-là. Il y avait des nains aussi. Très vendeur, je trouve. Donc, alors, sorti chez Séverine Film, un petit éditeur qui nous avait sorti Lady Libertine de Kikoïn, qui a sorti la compilation de bandes-annonces de Frank Henenlotter, Sexploitation, That's Sexploitation, je crois. Donc, un petit éditeur qui sort des beaux trucs, version anglaise, italienne, avec des beaux sous-titres anglais. Et plein de bonus, surtout plein de bonus, interview de Corinne Cléry, du compositeur, etc. Alors, à propos de musique, c'est tout le thème récurrent qu'on entend pendant tout le film, c'est pas crédité, mais c'est Mourir d'aimer de Charles Aznavour. Mais alors c'est juste un rip-off, mais total, non crédité. C'est pas possible d'avoir fait ça par hasard. Hein. Bon. Mais ça sonne bien, ça remet le film, c'est juste que ça n'a pas été crédité, quoi. Donc un beau petit DVD à voir, un Blu-ray, excuse-moi, à voir, tiré, je crois, quelques milliers d'exemplaires. Il y a un premier tirage à 1000 qui a été épuisé, je crois, avec un petit numéro dessus. Voilà, donc pour les amateurs de full chier, de sexe, de violence. Pour tout le monde, quoi. De même, de saxophone. Voilà, non, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez. Bruno, tu l'as vu? C'est un des derniers. J'ai parlé dernièrement, mais très bon full je pense vraiment que c'est son dernier bon film. Voilà. Ouais. Donc en fait, après son hépatite, il a retrouvé la foi. On va dire ça comme ça. Louis, moi aussi, un film que j'ai vu récemment. Moi, j'ai vu Southland Tales de Richard Kelly, qui est plus connu pour avoir réalisé le fameux, célèbre et excellentissime, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est excellent, Donnie Darko. Donc si vous voulez voir des gens qui sont des acteurs complètement à contre-emploi, du nom de Dwayne Johnson et notre Christophe Lambert national, là c'est une uchronie politique. C'est complètement barré, c'est pareil, c'est un peu comme le... C'est irracontable. Mais Dwayne Johnson, vous l'avez jamais vu comme ça dans aucun film, ça je vous le garantis. Christophe Lambert est bien déjanté, comme à l'époque de Subway, en gros, quoi. Donc bien. J'ai dit à Sarah, pour les amateurs de femmes, Sarah Michelle Gellar en porn queen, présentatrice de télé, écrivaine de chansons, créatrice de parfums, enfin tout, et même le reste. Et le film est controversé, moi je vous conseille de le regarder, ça vaut quand même le coup. Daniel, c'est quelque chose? Oui, alors il y a un film dont j'aurais bien aimé dire du bien, c'est Blade Runner 2049, malheureusement ça ne sera pas le cas. C'est assez affligeant, enfin de mon point de vue en tout cas. Le film dure 2h49. T'as été jusqu'au générique? J'ai été jusqu'à la fin du générique. Il y a 1 heure de trop déjà. Il faut bien le dire. Je sais pas si d'autres personnes parmi nous l'ont vu. Pas encore. Non, mais tu es le seul masochiste de la bande. C'est une. Est-ce que tu es de mon avis ou... Ah, il y a 2h43 de trop. D'accord. Bon, très bien. Bon, 6 minutes, on va dire que Ryan Gosling
monolithique, bon, c'est habituel chez lui. Et à la limite, le rôle lui convient, puisqu'il joue le rôle d'un répliquant. Mais spoiler, non, mais on l'apprend dès la première minute. Oui, là où toute la le premier film, toute l'histoire de Blade Runner était intéressante, même si certaines personnes le trouvent un peu long, ennuyeux. C'est-à-dire, il y avait quand même une ambiance dans Blade Runner. Oui. Il y avait c'est horrifique. Il y avait une photo. En fait, si je peux me permettre, j'y réfléchis. Parce que j'ai regardé sur IMDb, il a une meilleure note que le premier. Ça veut rien dire. Et en fait, je me dis, Blade Runner, il se passe rien, mais c'était touché par la grâce. Ouais. Là, il se passe rien, mais il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce du tout. Donc la musique, c'est de la copie de Vangelis, l'image, c'est de la copie, enfin tout est copié. Et le film est en fait d'un ennui, c'est un décalque mais terne du premier. Dans le premier film, on est dans un Los Angeles avec une population énorme. Enfin, il y a une foule cosmopolite. Là, dans celui-là, il y a personne. On croise personne. Tout est gris. Là où il y avait beaucoup de couleurs finalement dans le premier Blade Runner, là, tout est terne. C'est une grosse déception. C'est vraiment une très grosse déception. Voilà. Bruno. Donc bref, c'est de la... Bruno. Oui, alors moi je vais, comme d'habitude, d'ailleurs je crois que je l'ai fait à chaque fois. Je ne vais pas parler du dernier film que j'ai vu, mais d'une mauvaise nouvelle que beaucoup d'entre vous savent déjà. C'est que la boutique Metaluna Store a fermé, il y aura 3 semaines maintenant je pense, quand vous verrez ces images. Et voilà, et l'idée c'est de ne pas s'arrêter là et on reviendra un jour. Ouais. Tu peux compter sur nous pour le faire savoir. Surtout sur Daniel, c'est le plus riche d'entre nous. Voilà. Oui, voilà. Il achète de beaux t-shirts avec des chats. Moi, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un film que j'ai vu, mais d'un film que tu n'as pas vu. Mais d'une série qui est en cours et on va rétro-pédaler sur la Hammer, puisqu'il s'agit de la série qui est sortie en 1980, qui compte 13 épisodes. 13 épisodes en fait qui ne se suivent pas parce que chaque segment est différent. Il y a un segment qui parle de cannibalisme, vaudou, sorcellerie, enfin tout ce qui a fait la richesse thématique des films qui l'ont précédé. Donc Terence Fisher normalement était pressenti pour réaliser un épisode, mais malheureusement il est décédé avant. Fait aucun effort. Peter Cushing apparaît dans un épisode. Mais c'est très bien, on retrouve vraiment tout ce qui nous plaît dans la Hammer et c'est une série que je vous conseille. Finalement, c'est pas très très connu. C'était passé en 1989, je crois, dans une série, dans une émission que vous connaissez peut-être qui va vous rappeler des souvenirs qui s'appelait Les Accords du Diable. Alexandria. Et voilà, dont on garde un souvenir ému d'ailleurs. Et c'est sorti chez Elephant Film. Ah, c'est ce que j'allais dire. Oui. 13 épisodes. Donc n'hésitez pas, c'est un bon complément avec ce qui va sortir. Tu connais ça, Nicolas? Oui. C'est une série qui n'avait pas eu très bonne presse au moment où ça s'est fait, au moment où ça a été diffusé en Angleterre, parce que quand on comparait aux films, aux classiques, etc., on voyait bien qu'il y avait une perte de moyens financiers, puis voilà, c'était plus grand écran, le petit écran, perte de prestige, et donc du coup la série a pâti un peu de ça, mais c'est vrai que quand on les revoit aujourd'hui avec le recul, ça passe très bien. En fait il y a quand même quelques épisodes qui sont vraiment très sympathiques, notamment celui avec Peter Cushing, là, The Silent Scream de Alan Gibson qui avait fait Dracula 73, Crescendo, Le Mannequin défiguré, ce genre de choses. Ça tient quand même bien la route. Il y a l'épisode avec Delmon Elliott aussi est très très bien. Un épisode un peu lynchien, on ne sait plus où on se situe entre le rêve et la réalité. C'est plutôt bien écrit, bien réalisé. Et voilà. Le format de 50 minutes, parce que vous avez certains épisodes, ça dure 40 minutes, ça laisse vraiment le temps à l'histoire de s'installer, c'est l'idéal, quoi. Il y a eu une deuxième série après. Oui, plus tardive, vers 86. Quel mois de succès, je crois. Que pour le coup, je n'ai jamais vu. Voilà. Et que pas grand monde a vu, je crois, parce que c'est pas très très connu. Je crois pas qu'il y ait eu d'édition en France. En dehors de l'Angleterre, ouais. Celle dont tu viens de parler, Renaud, à l'époque, ils en avaient passé plusieurs épisodes. On avait pu les voir sur le grand écran. Au Festival du Rex de Ranch Le Coffel. Et ça, c'était pas les House of Horrors ou un truc comme ça? Si, c'est ça. C'est la maison de tous les cauchemars. Oui, c'est ça. Merci Louis, tu peux te rendormir.
Je ne dors que pendant tes informations. Nicolas, Ils disent que c'est son dernier bon est-ce que tu peux éventuellement nous parler? Je sais pas. La dernière chose qui m'est totalement enthousiasmé, qui m'est vraiment transporté, même littéralement, ça a été la dernière saison de Twin Peaks, la saison 3. Voilà. J'ai tout regardé de A à Z. J'ai revu du coup la saison 1, la saison 2 plus ou moins en même temps. Tu étais fan des 2 premières saisons? J'aimais beaucoup, ouais, bien sûr, oui. Enfin, j'aime énormément Lynch d'une manière générale, mais j'avais pas regardé de Lynch depuis des années en fait. Je me demandais dans quelle mesure ça appartenait pas à un moment de ma vie, et puis voilà. Et puis en fin de compte, non, en fait c'est toujours là, très présent, et j'avoue que c'est la chose la plus étonnante que j'ai pu voir depuis des années. Plusieurs sons de cloche sur la dernière. Moi, je me suis arrêté au bout du 8e, où je pense que je vais continuer. Mais moi, qui vraiment, enfin, par rapport à cette série, je suis un amour inconditionnel des 2 premières saisons. Je suis super open d'esprit sur tous les choix de Lynch, que ce soit artistique et scénario. Mais là, sincèrement, c'est vraiment déconcertant, quoi. C'est très déconcertant, ça c'est clair. Lynch déconcertant. Mais il y a des moments de grâce absolue. Ouais, complètement. Et puis, il y a quelque chose qui va vraiment dans le sens inverse de tout, du cynisme ambiant, etc. Il y a aussi des moments de bienveillance absolue. Il aime ses personnages passionnément, il y a un amour à un moment donné pour Dougie Jones, pour Harry Dean Stanton. Voilà, Harry Dean Stanton. Il y a des moments qui sont parmi les choses les plus belles et les plus émouvantes que j'ai pu voir depuis des années. Tu n'as pas été déçu par la fin? Parce que moi j'ai peur justement d'une fin trop ouverte. C'est toujours déconcertant, on va pas spoiler quoi que ce soit, mais moi j'étais pas dans la perspective de chercher à tout comprendre ou de chercher à analyser les choses, mais au contraire d'être dans le lâcher prise total. Je pense qu'il faut se lâcher. Et c'est devenu pour moi une espèce de shoot, voilà, il fallait ma dose. Voilà. Et donc moi je serais, s'il pouvait y avoir une saison 4, je serais tout à fait... Ça marchait au niveau... audience. C'est une chaîne payante. Donc en termes d'audience, non, ça n'a pas marché. Après, c'est pas grave parce que c'est une chaîne effectivement payante, et je crois que ce que Showtime a cherché à faire avec ça, c'est une opération prestige. Et en l'occurrence, c'est opération prestige réussie, parce que c'est la chose la plus avant-gardiste, la plus abstraite, la plus folle, qui mélange, je sais pas, culture populaire et art contemporain, parce qu'à la limite, il y a certains épisodes, c'est limite des constructions. Notamment l'épisode 8. Oui, voilà, c'est comme les scènes les plus folles de 2001 Odyssée de l'espace, quoi. Voilà, l'épisode 8, on éteint sa télé ou on la laisse allumer. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, c'est comme la cassette des poissons. Si on aime aussi le cinéma de genre, il faut quand même préciser qu'il y a aussi de purs moments d'épouvante. Il y a certaines des choses qui m'ont foutu le plus la pétoche depuis des années. Notamment au début. Voilà. Début l'épisode 3, je crois. Dans l'épisode 8 aussi, il y a quand même des choses. Puis même par la suite, ponctuellement, il y a des choses... il y a aussi une des plus belles scènes d'amour filmées depuis bien longtemps. Sur une musique, je ne vais pas tout révéler, mais sur une musique d'Otis Redding, à un moment donné, vers l'épisode, je sais plus, 16-17, il y a une scène absolument extraordinaire. Moi, j'ai peut-être continué alors. Et finalement, ce qu'on disait en off tout à l'heure, Lynch, en 1 an, a tourné plus en nombre d'heures que tout le reste de sa carrière. Il a réalisé les 18 épisodes. Oui. Donc il a fait 18 heures. 18 heures d'un coup. Oui, d'ailleurs, c'est pas une série, c'est un film de 18 heures. C'est un film coupé en 18 heures. Oui, voilà, c'est clairement un film de 18 heures. Faut plus le voir comme une série. En espérant que ce ne soit pas son testament, parce que je sais pas, je le vois pas reprendre la caméra. Si c'était la dernière chose qu'il produit, ce serait un formidable testament. Moi, ça m'irait très bien. Et s'il peut continuer, tant mieux. Allons-y. Très bien. Je crois qu'on a fait très bien. J'espère que cette émission ne vous aura pas laissé un goût amer. Oh là là. J'avais préparé ça. Merci à Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. J'espère que tu t'es bien amusé avec nous. Oui. Voilà, merci. Allez, au revoir, à plus tard, à la 9. Salut. Allez. Ah, c'est celle-là. Allez. Salut. C'est là-bas. Bon, impeccable, bravo. Il y en a un qui a fait un doigt. Je sais qu'elle est bien. Bravo les gars.